Cette vidéo est moins longue que vous croyez. Ah, et si je parle tout doucement, c'est parce que je me suis un petit peu pété la voix, donc j'essaie de l'épargner, surtout que ces derniers temps il fait chaud, donc j'ai la gorge un peu sèche. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du drama taïwanais Autumn Concerto. Dedans, Mu Cheng, une jeune fille bosseuse et à la situation précaire, rencontre Kwang Chi, un étudiant du genre arrogant et égoïste. Entre deux, ça clash immédiatement, mais chacun cache ses blessures, et lorsqu'ils se côtoient un peu plus, ils finissent par voir l'autre autrement et tomber amoureux. Mais les problèmes ne tardent pas, et s'ils veulent être ensemble, ils vont d'abord devoir affronter tout ce que l'univers leur jette à la gueule. Et je tiens à donner un trigger warning, il y aura quelques mentions de suicide dans cette vidéo, et il va aussi y être question d'abus et de violences faites aux femmes, violences sexuelles incluses, et il y aura des images, même si ce sont évidemment les plus soft de la série. Cela dit, prenez soin de vous. C'était un revisionnage pour moi dans le cadre de mon projet Mermaid, donc un projet dans lequel je me suis imposé de regarder tous les dramas vus en entier par une inconnue. Et autant il y a des dramas sur lesquels je pourrais presque faire une vidéo sans les revoir, autant celui-là, clairement, ça allait pas être gérable parce que je l'ai vu il y a tellement longtemps que j'en avais oublié la majeure partie. J'avais même oublié les débardeurs de Chris Wu, donc c'est vous dire. Mais du coup, j'étais enthousiaste parce que je me souvenais avoir adoré à l'époque. Alors, enthousiaste et à la fois un petit peu inquiète parce que c'est vrai que c'était le genre de drama. Mettons, j'avais le sentiment que c'était le genre de drama qui aurait pu avoir mal vieilli, ou peut-être que moi j'aurais vieilli et évolué d'une façon qui ferait que je l'apprécierais plus autant. Et j'avais à la fois tort et raison, parce que donc à la revoyure, je l'ai trouvé vraiment moins bon que dans mon souvenir, et à la fois j'en ai quand même apprécié, enfin, j'ai quand même aimé en revoir les deux tiers à peu près, le troisième tiers beaucoup moins pour le coup. Le drama est divisé en 3 parties, avec des incidents charnières entre ces parties, et là je me heurte un petit peu à un souci avec cette vidéo, parce que la phase 1 sert en gros à préparer les phases 2 et 3, donc si je parle que de la phase 1, je parle pas réellement de ce qu'est la série, et beaucoup en plus de choses que j'ai à raconter concernent les parties 2 et 3, mais à la fois j'ai pas envie de vous spoiler les retournements qui y mènent, donc dans cette vidéo je vais faire un truc un peu différent de d'habitude, il va y avoir 2 vidéos en une seule. Je teste pour voir si ça me rajoute beaucoup de travail et pour voir si ça vaut le coup, ça ce sera à vous de me dire. Et donc il y aura la version complète et la version résumée qui ne spoile pas. La version complète se situe à un niveau 2 sur mon échelle des spoilers, j'ai l'intention d'y parler de tout, fin incluse, et la version courte, qui est la toute dernière partie de cette vidéo, située donc à ce timing, je le mettrai quelque part sur l'écran, est un 0 sur mon échelle des spoilers. Elle est évidemment très résumée et sans exemple pour illustrer ce que je raconte, mais elle ne spoile pas. Et voilà, j'espère que c'est clair, et sur ce, parlons de Autumn Concerto. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed, 'cause baby I got you. J'ai été un peu déçue par mon revisionnage en constatant que la série était bien moins solide que dans mon souvenir, mais au début ça m'a pas empêché de me retrouver accro. Je me réfrénais parce que je voulais prendre le temps de digérer ce que je regardais, mais j'avais envie d'engloutir la série et à un point même qui m'a surprise, et je pense que c'est une question de rythme. Dans sa partie 1, le drama ne perd vraiment pas de temps, il installe très rapidement les personnages et la situation évolue sans arrêt, si bien que même si cette partie 1 était celle dont je me souvenais le mieux, c'est celle que j'ai le plus enchaînée, simplement parce qu'il se passait tout le temps quelque chose et que je voulais voir ce qui allait arriver ensuite, même si on ne peut pas dire que le drama surprenne énormément. On est dans des territoires globalement connus dans cette partie 1, et ça me dérange pas particulièrement, d'autant que le drama a quand même quelques années. Par contre, j'ai noté quand même que l'écriture n'était souvent pas bien solide. Il y a des choses qui sont dures à avaler, mettons. Par exemple, le fait que Kwang Chi ait réussi à devenir avocat en seulement 6 ans après avoir tellement perdu la mémoire qu'il a fallu qu'il réapprenne à parler et à faire ses lacets. Dans l'épisode 12, il est décrit comme un nouveau-né, et l'idée qu'en 6 ans il soit redevenu un adulte et soit devenu avocat, c'est chaud. Et c'est même pas comme si on pouvait se dire qu'il se souvenait peut-être inconsciemment de ce qu'il avait appris à l'université, vu que, en gros, essentiellement à la fac, il en foutait pas une. Donc c'est fort quand même. Après, toutes les batailles légales dans Autumn Concerto me paraissaient être de la grosse blague de toute façon, et le type est félicité pour des trucs vraiment bateaux aussi, notamment à la fin il voit quelqu'un qui souffre clairement d'un syndrome post-traumatique et dit « Oh là là, je pense que cette personne souffre d'un syndrome post-traumatique », et il est félicité d'y avoir pensé alors que ça me semblait être à peu près du niveau « vous savez quoi, l'eau ça mouille », donc dans ces conditions-là c'est sûr que c'est plus facile. Donc oui, il y a juste des choses qui sont dures à avaler.
Un autre exemple, ce serait le moment où un chauffeur de taxi accepte de conduire un enfant de 5 ans hyper loin de chez lui pour retrouver son père, ce qu'il n'a aucun moyen de vérifier, et perso ça me paraît assez dur à croire que le chauffeur ait pris le risque. Et le drama a également des moments d'écriture que je qualifierais de pas très fins, on va dire, des moments où on sent que la scénariste avait besoin que ses personnages entendent tel ou tel mot, et donc elle sort un personnage du chapeau et de façon parfaitement artificielle, elle lui fait dire ce que les protagonistes doivent entendre. Un exemple de ça, ce serait dans l'épisode 9, lorsque Kwang-chi et Mu-chung rencontrent un couple qui est dans la même situation qu'eux. Ce sont un homme et une femme, et l'homme a une tumeur au cerveau qui nécessite une opération avec peu de chances de survie, mais lui est bien plus optimiste que Kwang-chi, et juste la façon dont il aborde nos héros, leur sort son discours et les invite carrément au mariage en mode pourquoi pas, c'était le truc le moins naturel au monde, et le drama aurait tout aussi bien pu tatouer sur le front du mec je vais mourir, et effectivement il meurt, histoire de faire flipper Mu-chung. Les sabots étaient massifs. Même chose pour le photographe dans l'épisode 10 qui parle au couple de la magie de la photographie et de faire durer un instant pour toujours et qui parle vraiment comme un personnage et pas comme une personne. Les ficelles ne sont pas juste grosses, elles sont énormes, et ces personnages sont ce que je vais appeler des personnages post-it, c'est-à-dire pas des êtres humains complets, mais des post-it à apparence humaine que la scénariste a foutu ici et là pour délivrer des messages à nos protagonistes. Bref, c'est pas très subtil. Et à côté de ça, faut ajouter les moments où, pour donner un effet dramatique, la scénariste rend les personnages stupides. Il y a 2 bons exemples de ça dans l'épisode 24 en particulier. Le premier, c'est celui où Kwang-chi fait arrêter Toye, donc le meilleur ami de l'héroïne, et Toye a l'air hyper choqué que ce soit Kwang-chi qui soit à l'origine de l'arrestation, alors qu'il n'y a pas 5 minutes, le mec le menaçait de ruiner sa vie et sa réputation et avait l'air grave vénère. En plus, il est avocat, donc c'est pas incongru qu'il utilise la loi. Et donc, quand le mec il répond au téléphone, et parce que c'est sa mère qui l'appelle pour lui dire que la police est chez eux, le timing lui fait pas se dire que peut-être il y a un rapport entre les menaces qu'il vient de recevoir de cet avocat qui en a après lui et le fait que la police soit chez lui. Mais mon exemple favori, et c'est toujours dans l'épisode 24, c'est celui de Yi-chan qui doit appeler les gens pour les prévenir que le mariage n'aura pas lieu. Donc en fait, le mariage a été annulé parce que Kwang-chi s'est rendu compte qu'elle lui mentait depuis 6 ans, ce qui est une bonne raison d'annuler un mariage, et elle doit appeler ses proches pour leur dire que finalement le mariage n'aura pas lieu. Et le truc, c'est que donc elle se tourne vers son père et elle lui dit aide-moi, trouve-moi des excuses, j'arrive plus à trouver d'excuses pour l'annulation du mariage, j'en ai inventé plein, j'en ai donné plein aux gens, mais là je ne trouve plus. Et c'est censé être un moment dramatique qui nous montre l'épuisement et le désespoir du personnage, mais moi tout ce que j'arrivais à penser c'était mes meufs, mais pourquoi tu donnes des excuses différentes? Trouve une excuse et donne-la à tout le monde, parce que de toute façon ça paraît être le plus logique, ce sont des gens qui possiblement vont communiquer ensemble. Bref, l'écriture c'est pas ce qu'il y a de plus subtil ou de plus solide dans cette série, mais malgré tout le rythme, l'enchaînement des événements faisait que j'étais embarquée dans l'histoire, et soyons honnêtes aussi, parfois c'est presque attachant quand quelque chose est un petit peu con, et comme le drama est un mélodrame, ma priorité c'était plus l'émotion plutôt que la logique. Bien sûr, c'est toujours cool quand elles vont ensemble, mais malgré tout, j'étais pas si dérangée que ça par les moments pas subtils, voire bancals du drama, et il me faisait plus sourire qu'autre chose. Et bien entendu, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la nostalgie, et là il y en avait une blinde pour moi. Nostalgie déjà de mon passé, de l'époque où la vie était, ou en tout cas me semblait plus simple, nostalgie aussi pour une série que j'avais adorée, nostalgie pour un acteur, Vanessa Wu, que j'avais pas vu depuis très très longtemps, déjà parce que je suis une mauvaise fan, et puis aussi parce que ces dernières années, il a l'air de se concentrer plus sur sa carrière d'artiste musical plutôt que sur celle d'acteur. J'avais pas vu Vanessa à l'écran depuis au moins 10 ans, je pense, et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé son sourire et son charme, et ses abdos aussi, parce que le drama veut vraiment vraiment nous les montrer, mais j'ai quand même surtout un faible pour son sourire, et c'était un plaisir de le retrouver. Je vais pas vous mentir, je trouve qu'il a parfois tendance à surjouer et qu'il y a des moments où sa performance devient un petit peu brouillonne, mais dans l'ensemble, elle s'accorde au ton du drama qui est pas exactement sobre, et j'ai trouvé Vanessa vraiment engageant et je suis retombée sous le charme à fond à 200%. En comparaison, je dois admettre que j'ai eu plus de mal avec l'actrice principale, donc Heidi Han, qui a tendance, elle, à sous-jouer. Et la plupart du temps, ça a fonctionné pour moi, d'autant qu'elle a une manière de parler qui est toute douce et que je trouvais très apaisante, mais au bout d'un moment, j'aurais aimé quand même qu'elle mette plus de vie dans sa performance, parce que, et j'en reparlerai plus tard, mais plus le drama avançait, plus j'ai été frustrée par l'écriture de l'héroïne, que je trouvais très passive, pour résumer, et donc comme l'actrice était également très réservée dans sa performance, je trouvais que ça appuyait sur l'aspect effacé,
et il y avait des moments où je me lassais de juste la voir triste et fatiguée. Donc, et je conçois très bien que je suis très biaisée, mais pour moi, c'était vraiment Vanessa Wu qui portait le drama, même si j'étais aussi toute contente de revoir Chris Wu. Et aussi, je me suis trouvé une appréciation particulière pour Vicky Liu, qui joue donc la mère de Kwang-chi, qui est un personnage très sobre et très dur, très très froid. Et en fait, elle a peu d'émotions. Enfin, au début, elle semble avoir peu d'émotions, comme si elle était faite en acier. Mais je trouve que Vicky Liu la rend dès le début, très charismatique et très intrigante, même quand je n'aimais vraiment pas le personnage. Nostalgie pour une époque de ma vie, nostalgie pour le souvenir flou d'un drama que j'avais adoré à l'époque, nostalgie pour le casting donc, et puis nostalgie aussi pour certains clichés, particulièrement dans la partie 1, ou plus exactement, je sais pas si je ressens de la nostalgie pour ces clichés-là, c'est plus que je ressens de la nostalgie pour mes premiers dramas, donc des trucs genre Hanayori Dango, avec lequel l'Automne Concerto a plusieurs points communs dans sa partie 1. Comme je vous le disais, le drama est divisé en 3 parties. Et je m'en vais en discuter maintenant pour vous en gros raconter comment j'ai vécu le drama et pour vous donner une idée de sa progression et de comment se déroulent les différentes phases d'Automne Concerto. La première partie est celle où les personnages se rencontrent et tombent amoureux, et rencontrent aussi leur premier obstacle et doivent se battre pour rester ensemble. Ça a été la partie la plus addictive pour moi, parce que je fais partie de ces gens qui aiment particulièrement les débuts de romance. On sait tous, en gros, vers quoi se dirige l'histoire, mais j'aime les hésitations, les frissons, l'anticipation avant que les personnages s'avouent leurs sentiments. J'aime bien la construction, en clair, même quand la construction est hyper familière. D'un côté, Mu Chang est notre héroïne bosseuse et dans une situation précaire. Enfin, elle était issue d'une famille riche à la base, mais sa famille a été ruinée, et c'est le genre d'héroïne gentille qui n'a pas grandi avec grand-chose et qui se débat et travaille dur pour survivre, mais qui a également de la fierté et qui n'hésite pas à se défendre face à un personnage masculin qui a la colère facile et pas l'habitude qu'on lui oppose de la résistance. Du moins pas de la résistance qui puisse vraiment l'atteindre, parce qu'il est pété de thunes, donc en clair, il peut toujours s'en sortir. C'est le genre qui n'hésite pas à humilier les autres, en particulier les femmes, dont il a une image très négative. Il est persuadé que son père est parti puis est mort à cause de sa mère, et il en a tiré un mépris des femmes en général, qu'il imagine toutes hypocrites et menteuses. Et lui, son truc donc, c'est de jouer avec pour gagner des paris avec des amis, puis de les jeter sans compassion. Kwang-chi est notre héros typique, riche et arrogant, et un bon héros de romance type Makino et Tsukasa ou Candy Etchebol, le type craint quoi. Et au début du drama, il est vraiment imbuvable avec l'héroïne. À leur première rencontre, juste pour s'amuser, il la manipule pour qu'elle conduise sa voiture chère et la crache dans un bus, et après ça, il fait pression sur elle en menaçant un de ses amis pour qu'elle accepte un rencard avec lui, parce qu'il a parié avec ses amis qu'il arriverait à la conquérir, et le pompon, c'est le moment où il est enfermé avec elle, et il lui ordonne de se dévêtir. Je pense pas qu'il l'aurait laissé aller jusqu'au bout, parce que quand il la voit pleurer, il abandonne l'idée, et aussi qu'à la seconde où il capte qu'elle est victime d'abus, il commence à vraiment s'inquiéter. Mais néanmoins, ça change pas qu'il voulait l'humilier pour son amusement, et que après ça, sa remarque de « Ah, tu pleures juste pour 2 boutons », il le disait pas sérieusement, mais ça m'a donné envie de lui envoyer des briques dans sa jolie gueule de Vanessa Wu. Déjà, de base, quand tu t'inquiètes pour quelqu'un parce que tu soupçonnes que cette personne est victime d'abus, et que la question que tu lui poses c'est qui d'autre te fait ça, c'est qu'il y a comme un souci. Bref, c'est un connard quoi, mais bien sûr, et dites-le avec moi, il cache des faiblesses et insécurités, et l'héroïne va le changer. Vous n'avez rien dit avec moi, et je vous maudis sur toutes les générations qui nous restent avant la fin du monde, c'est-à-dire approximativement 3, mais donc c'est l'histoire classique, et le tournant c'est ce moment dans la salle du piano en fait, où Kwang-chi essaie d'humilier Mu Chang, mais finit par s'en faire pour elle, puis par vouloir l'aider, et puis par en tomber amoureux. Vous connaissez la chanson avec tout ce qu'elle a de classique et de problématique, et j'aimerais vous dire que j'y ai opposé de la résistance, mais j'ai décidé de ne pas mentir sur cette chaîne, histoire de changer de toute ma vie habituelle qui est un tissu de mensonges, et donc non, j'ai tout avalé, et j'ai regardé avec joie Kwang-chi et Mu Chang se rapprocher et Kwang-chi devenir quelqu'un de meilleur. Alors, mon enthousiasme à les regarder se rapprocher était un peu entamé par quelque chose en particulier dont je parlerai plus tard, mais ça concernait les circonstances du rapprochement plus que les personnages, et j'étais en mode cheap, d'autant que je trouvais que les 2 acteurs avaient une bonne alchimie, et j'ai marché à fond en les regardant traverser des épreuves sérieuses et d'autres plus à la con, parce que, évidemment, on n'applique pas ce genre de formule sans rameuter les antagonistes habituels, donc par exemple une jeune femme obsédée par le héros qui s'en prend à l'héroïne. Dans un move droit tiré de Hanayori Dango pour le coup,
elle enlève l'héroïne et c'est au héros de venir la chercher, et oh là là, Mu Cheng est persuadé qu'il ne viendra pas, mais il vient et il se laisse être frappé pour la sauver. C'est complètement over the top, parce que le type se prend des palets de hockey dans la gueule à toute vitesse, donc il pourrait crever à tout moment s'il s'en prend un au mauvais endroit. Mais moi, encore une fois, je marchais à fond et j'étais en mode « Elle le prend dans ses bras et il sourit !» Et j'ai même pas sourcillé qu'après tout ça, il ait même pas l'air d'avoir spécialement mal. Vanessa est magique et indestructible. Mais le drama ne ramène pas que les méchants habituels dans l'équation, parce que dans Autumn Concerto, les personnages ne peuvent pas souffrir un peu, il faut qu'ils souffrent autant que possible. Donc non seulement Kwang Chi se voit diagnostiqué d'un cancer, mais plus tard il aura aussi droit à une bonne amnésie, histoire de parfaire le tout. Et à vrai dire, la surenchère du drama a donné lieu à une scène qui m'a à la fois brisé le cœur et à la fois fait rire. C'était une des rares scènes dont je me souvenais. Mu Cheng a décidé de quitter Kwang Chi, donc il est en train de se faire briser le cœur et il court au milieu de la route pour la rattraper dans sa robe d'hôpital parce qu'il a toujours donc son cancer qui a toutes les chances de le tuer, mais il n'a pas la force de rattraper le van où est Mu Cheng et donc c'est triste. Et là, le beau-père de Mu Cheng surgit et le poignarde. Et je sais que j'aurais pas dû, mais j'avais beau avoir mal pour Kwang Chi, il y a une partie de moi qui a souri quand même parce que, bien sûr, le drama ne pouvait pas juste le laisser avoir le cœur brisé et une maladie mortelle, il fallait qu'il se fasse poignarder aussi, sinon c'était pas drôle. Je vous l'ai dit, hein, le drama a pas exactement la patte légère, mais bon, comme ça, le passé de Mu Cheng et Kwang Chi a littéralement laissé une cicatrice à Kwang Chi, métaphore, toi-même tu sais. Mais pour revenir à mes antagonistes habituels, que serait ce type d'histoire sans une mère du héros qui prend l'héroïne en grippe et tâche de les séparer? Même si dans ce cas-là, je comprends pas très bien le personnage, on nous révèle plus tard qu'elle a menti à son fils toute sa vie pour le protéger, qu'elle a accepté qu'il la déteste pour le préserver, et donc j'ai du mal à concevoir qu'elle puisse vouloir vendre son fils pour son gain financier, et encore plus de mal à concevoir qu'elle puisse vouloir éloigner l'héroïne, alors que c'est évident que Mu Cheng rend Kwang Chi heureux, et qu'elle en est aussi profondément amoureuse, quelque chose d'ailleurs que la mère de Kwang Chi reconnaît. Elle est aux premières loges pour voir à quel point Mu Cheng est un soutien et une présence positive pour Kwang Chi, et même une présence positive et bénéfique à sa relation avec son fils, et du coup j'ai eu du mal à suivre sa logique. Bref, comme vous pouvez le constater, la formule est classique, et je pense qu'il y a quelque chose de confortable au cliché, et même d'attendrissant, bon, selon les clichés évidemment, mais le fait que le drama ait 12 ans et que ça se voit joue évidemment beaucoup parce que ça me rend plus indulgente. Bon, et puisque pour une raison qui m'échappe, j'ai décidé d'être honnête avec vous, je dois admettre que je ne suis pas insensible à la fantaisie du « je peux le changer », je parle bien de fantaisie parce que dans la vraie vie, j'ai déjà pas envie de me mettre en couple avec un type déjà décent, donc si en plus il fallait que je le fabrique, laissez tomber quoi. Et si j'entendais une amie me dire je peux le changer, je lui répondrais non copine, c'est pas ton boulot, casse-toi. Parce que j'ai entendu des amis me dire ce genre de choses et ça s'est jamais bien terminé. Mais je suis pas insensible à la fantaisie parce qu'il y a quelque chose de grisant à se sentir tellement spécial par procuration, mais tellement spécial qu'on en transforme une personne et que on peut en faire quelqu'un de prêt à se prendre un palet de hockey dans la gueule pour nous. Oui, bah j'ai pas dit que j'allais vous présenter mon meilleur visage, hein, et j'ai dit nous aussi, mais en vrai ça n'engage que moi, vous avez peut-être des fantaisies plus saines et qui révèlent moins votre manque d'estime de vous-même, ou en tout cas je vous le souhaite. En tout cas, Mu Cheng finit par quitter Kwang Chi, parce que la mère de Kwang Chi arrive à la convaincre que le quitter sera bien pour lui, parce que comme ça il pourra recevoir le traitement qui lui sauvera la vie, sauf que Kwang Chi se réveille dans le bloc opératoire, court à la recherche de Mu Cheng et se fait donc larguer en robe d'hôpital dans la rue, puis est poignardé, encore une fois pour bonne mesure, et il commence à gaiement se vider de son sang à la vue des passants qui ont pas l'air d'en avoir grand chose à foutre. La bonne nouvelle, cela dit, c'est que du coup il est assez KO pour que sa mère puisse le faire recevoir le traitement dont il ne voulait pas, et il se réveille guéri et complètement amnésique. Cette partie-là, donc, c'est la partie amnésie après le traitement contre le cancer, c'est aussi la partie où Kwang Chi a une nouvelle coupe de cheveux, et c'est plutôt une bonne chose. En général, je suis du genre à aimer les cheveux longs sur mes héros dramatesques, mais en l'occurrence, la coupe courte va quand même bien mieux à Vanessa Wu. La seconde partie est presque douce, parce que Kwang Chi ne se souvient pas de tout ce qu'il a traversé, donc à la fois il vit mal son amnésie, parce que forcément c'est pas évident, et à la fois il est libre de ses mauvais souvenirs. L'amnésie est un cliché qui est souvent décrié, mais qui est aussi un petit peu passé, j'ai l'impression. Je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que maintenant il est surtout utilisé en moquerie et en parodie que véritablement sérieusement. Et je parle pas, c'est-à-dire, on a toujours des amnésies totales ou partielles suite à des événements traumatisants, ou bien des amnésies en tant que point de départ pour les dramas, avec des protagonistes pour lesquels tout l'enjeu de la série, ça va être de découvrir qui ils sont.
mais moi je parle vraiment d'amnésie de dernière minute, le genre zut, on a 2 épisodes encore à remplir, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a qu'à dire que le héros tombe contre un caillou et perd la mémoire, hein. Le genre d'amnésie vraiment de dernière minute pour meubler, et donc le genre vraiment frustrant. Mais à mes yeux, l'amnésie c'est un outil comme un autre qui peut être bien ou mal utilisé, et ça va dépendre du contexte aussi évidemment, et dans le cas d'Autumn Concerto, j'étais partante. En partie, c'est vrai, c'était encore par nostalgie, parce que ça participait à l'ambiance drama datée, mais aussi, alors ça agit un peu comme une épée de Damoclès, parce qu'on se doute que la mémoire de Kangxi va finir par revenir, mais ça a pour effet déjà de révéler réellement qui il est, parce qu'il a perdu sa mémoire, et sa mère et son futur beau-père lui ont rempli la tête de leurs idéaux à eux, si bien que Kangxi est devenu une personne nouvelle, mais même comme ça, de plus en plus, on retrouve des flashs de son ancienne personnalité, et donc de ce que le drama nous présente comme sa vraie nature. Et puis, son amnésie fait qu'on a le droit à des moments heureux, et dans ce drama, c'est pas du luxe. Kangxi est devenu avocat donc, et on lui a appris à prioriser le profit, et il a défendu son client qui était accusé de viol et l'a fait acquitter, mais à la fin du procès, il a fini par craquer et lui envoyer son poing dans la gueule parce qu'il savait que son client était coupable. Et donc, du coup, en punition, oui, pardon, en fait, je raconte tout, et je sais pas si c'est chiant pour les gens qui ont vu le drama et qui l'ont bien en tête, mais c'est pour que tout le monde puisse suivre. En punition, Kangxi est envoyé à la campagne, bosser pro bono un petit moment, et coïncidence, c'est le village dans lequel vit Muchung, et recoïncidence, il a été arrangé qu'il loge chez elle, ce qu'elle a accepté parce que bien sûr, elle ne savait pas que c'était lui l'avocat qu'on leur envoyait. Et ça aurait été des retrouvailles explosives, mais vu que Quan Chi ne se souvient de rien, bon, même si Muchung est froide avec lui au début parce qu'elle veut le tenir loin d'elle et surtout de leur fils qu'elle a élevé toute seule, et ben finalement, petit à petit, les jours deviennent heureux, et comme jusque-là les personnages ont bien galéré et qu'on sait qu'une tempête se prépare forcément, le répit est le bienvenu. Et on sait qu'il est éphémère, mais voilà, ça fait du bien, et c'est une partie qui tranche vraiment avec la précédente. Déjà, elle se passe dans un nouveau décor, à savoir le village spécialisé dans la culture de fleurs, où vit maintenant Muchung, et j'aime toujours bien quand les dramas se déroulent ailleurs que dans des grandes villes, donc j'ai apprécié qu'on voyage, d'autant qu'on sent aussi à quel point ça libère Kangxi, alors pas au début, parce qu'il a la pression, parce qu'en fait les villageois pensent qu'il est là pour les aider, alors qu'en fait secrètement il a été chargé par son futur beau-père de les expulser de chez eux, mais malgré tout il est dans un endroit plus ouvert, et surtout il est loin de sa famille pour laquelle il devait toujours faire semblant d'aller bien, et on sent que c'est un bol d'air frais pour lui, ce qui participe à la vibe tranquille et plus douce de cette partie 2, même s'il y a toujours des moments dramatiques qui continuent d'arriver. Mon problème avec cette partie de l'histoire, cela dit, c'est que autant j'aimais bien le village et l'effet qu'il avait sur Kangxi et sur l'ambiance de la série, autant les villageois me saoulaient. Dès que Kangxi arrive, il lui saute dessus, il le trimballe dans tous les sens, il lui gueule dans les oreilles et il le force à boire, et ça dure des plombes, et je me sentais terriblement mal pour Kangxi, parce que à sa place, j'aurais eu envie de mourir ou au moins de courir très très loin. Dans le drama, les villageois sont censés, bon alors créer de la comédie d'un côté, mais ça a jamais marché pour moi parce que j'étais souvent bien trop agacée pour ça, mais ils sont aussi censés montrer à Kangxi ce que c'est d'appartenir à une communauté, une grande famille qui est chaleureuse, aimante et qui accueille à bras ouverts, mais honnêtement, je trouve que beaucoup d'entre eux craignent. Le chef du village est pas le pire, mais lui aussi ragote dans le dos des autres et à un moment donné évente complètement les affaires personnelles de Muchung. Les villageois, donc je l'ai déjà dit, forcent par exemple Kangxi à boire alors que le mec il est clairement mal à l'aise et qu'il a pas envie du tout. On va avoir aussi le propriétaire terrien qui harcèle Muchung et qui essaie même dans l'épisode 15 de la droguer en foutant quelque chose dans son verre. Alors la tentative échoue parce que Kangxi, heureusement, s'en rend compte et l'empêche d'aller au bout et lui fait même boire sa propre drogue. Mais néanmoins, il reste que c'est là, et c'est pas le personnage qui est censé être le plus sympathique du tas, mais à la fin, on est censé malgré tout l'accepter comme un membre de la grande famille des personnages. Encore une fois, c'est pas la pire, mais Chishin, donc la jeune fille obsédée par Toye, refuse de passer à autre chose alors que le mec arrête pas de la rejeter, et la mère de Toye, qui les veut ensemble aussi, harcèle tout autant son fils, et elle décrit Muchung, pour qui elle est censée ressentir de l'affection, mais elle décrit Muchung comme déjà usée, parce elle a eu un enfant, et elle refuse tellement que son fils soit en couple avec, qu'à un moment donné, dans l'épisode 13, elle l'enferme dans sa chambre, en fait elle le séquestre pour pas qu'il puisse sortir. Au moins ces objections ont plus de sens à mes yeux que celles de la mère de Kangxi, parce qu'en fait quand elle explique sa justification, elle dit qu'elle sent que Muchung est toujours amoureuse du père de Charle, donc Kangxi, même si elle le sait pas à ce moment-là, et elle veut pas que son fils soit en couple avec quelqu'un qui ne l'aime pas, ce que je comprends, mais à la fois,
séquestrez pas les gens, quoi. Ces villageois qui sont censés apprendre à Quang-Shi la beauté et la chaleur de la communauté, honnêtement, moi je les trouvais globalement irritants. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez asocial, mais quand même, il y a des dramas qui créent des groupes de personnages qui me donnent envie d'en faire partie. Shopping King Louis par exemple, Beach Boys, Luli no Shima, Strangers from Hell, ce genre de choses. Ok, peut-être pas Strangers from Hell, mais en clair, j'ai beau être asocial, les dramas peuvent me faire aimer leur communauté, mais ici ça n'a pas été le cas. Et ça a été un souci pour moi parce que je sentais bien qu'il y avait un fossé entre ce que je ressentais et ce que le drama voulait que je ressente. Un autre élément nouveau de cette partie 2, c'est évidemment Charle, donc le fils de Quang-Shi et Mu-Chang, que Mu-Chang a élevé toute seule parce que Quang-Shi tout simplement ne savait pas qu'il existait. Quand on parle d'Autumn Concerto avec les gens qui l'ont vu, Charle est presque toujours cité comme un des plus grands attraits de la série et ils ont pas tort. Le gosse est adorable. C'est dur de juger de la performance de l'acteur parce qu'il est tout jeune, donc on peut pas lui en vouloir de ses quelques maladresses. Et de toute façon, même quand on voit qu'il joue un rôle, il est pas moins adorable. Bon, il souffre un petit peu d'une affection qui touche pas mal de gosses de fiction, à savoir qu'il est un peu précoce. Je comprends que Charle a peut-être grandi un petit peu plus vite que d'autres enfants, parce que lui et Mu-Chang font face à plus de difficultés, mais malgré tout, il donne parfois l'impression que la scénariste lui fait dire ce qu'elle a besoin qu'il dise, sans s'inquiéter vraiment de si ça fait naturel ou pas dans la bouche d'un gosse de 5 ans. Bon, après, je côtoie pas énormément d'enfants, donc j'aurai peut-être des surprises, c'est vrai, mais Charle est un personnage un petit peu trop pratique, on va dire. Mais malgré tout, il reste qu'il est absolument irrésistible et que c'est un des gros points forts de la série. Je vous ai parlé du moment où un chauffeur de taxi accepte de le prendre en course et de l'emmener hyper loin de chez lui, et je vous disais que pour moi, ça fait partie des moments à la con de la série. Mais d'un autre côté, Charle est tellement adorable que moi aussi, je l'aurais probablement conduit n'importe où, plus exactement probablement dans un arbre, parce que j'ai pas le permis et je sais pas conduire. La relation qui se construit entre Charle et Quang-Shi, qui sait pas donc que c'est son fils, est le cœur de cette partie 2, et elle passe beaucoup de temps à nous montrer leur connexion immédiate, et puis après la façon dont elle devient une vraie relation. Et Vanessa et l'enfant ont l'air d'avoir un excellent rapport, et ça rend le cœur tout mou de regarder Quang-Shi être complètement gaga face au gamin. Autant la communauté marchait pas pour moi, autant la relation père-fils entre Quang-Shi et Charle m'a fait complètement fondre. Et même si la partie 1 a été la plus addictive pour moi, la partie 2 est peut-être ma favorite parce qu'elle a Quang-Shi et Charle dedans. Par contre, ma frustration vis-à-vis de l'héroïne commençait à grimper et j'avais beau apprécier les moments heureux, l'épée de Damoclès était toujours là et je sentais bien qu'elle allait finir par tomber. Et puis elle est tombée. Cette partie-là commence lorsque Quang-Shi retrouve la mémoire, et c'est la partie qui s'est cassée la gueule pour moi. Pas que le drama avait pas déjà des défauts avant ça, certains dont j'ai parlé et certains dont je vais parler un petit peu plus tard, mais la série m'avait agrippée parce que j'aimais le casting, parce que j'aimais les personnages et parce que j'aimais le rythme. Et puis la partie 3 s'est cassée la gueule. Déjà parce que le rythme soudain a semblé beaucoup plus lent, parce que l'ambiance était redevenue pesante, et puis surtout parce que les personnages faisaient du surplace pour des raisons à la con. Et puis il y a toute l'histoire de Toye qui doit affronter des gangsters qui ont une dent contre lui pour sauver Chishin, donc la jeune fille qui fait une fixation sur lui. Et j'aime pas du tout cette sous-intrigue pour deux raisons. Il y en a une dont je discuterai plus tard, mais l'autre c'est que ça fait vraiment meublage et ça vient interrompre la trame principale, c'est intrusif, et puis surtout c'était pas utile parce que le drama avait déjà bien assez à faire. Toye avait enfin décidé de passer à autre chose que Mu-Chang, et puis les deux personnages principaux sont dans une situation hyper tendue parce que Quang-Shi a découvert tous les mensonges qu'on lui a servis, et puis l'enfant aussi qu'on lui a caché et dont Mu-Chang a cherché à l'éloigner. Donc au début du drama, ils étaient passés de l'antagonisme à l'amour, et là ils sont revenus à l'antagonisme. Bon, Mu-Chang est toujours 100% amoureuse, et Quang-Shi a beau être furieux, au fond il aime toujours Mu-Chang, mais malgré tout, ils sont dans des positions antagonistes parce que Quang-Shi a la rage d'avoir été trompé et veut se venger, d'abord en arrachant Charle à Mu-Chang, puis en épousant Mu-Chang pour lui faire vivre une vie misérable. Je vais être honnête avec vous, ce plan me paraît assez bancal, mais bien sûr la vraie raison, dont lui-même n'a pas conscience, mais la vraie raison pour laquelle il veut Mu-Chang à ses côtés, c'est juste qu'il l'aime, et donc ça fait un peu plus sens vu comme ça, mais bon, c'est une situation très toxique, mais on a déjà déterminé que ça me freine pas toujours, donc j'étais prête à laisser le drama me divertir. Mais honnêtement, je trouve que les résolutions au conflit de cette partie sont assez décevantes.
certaines choses sont trop faciles, le soufflet se contente de retomber, et je sais pas, il y a un manque d'impact général, même dans la relation entre les deux personnages principaux. Ça n'a pas complètement pris pour moi, essentiellement parce que j'étais occupée à être profondément agacée par leur manque de communication. Jusqu'au bout, ils jouent au con à se dire les choses à moitié ou à pas se les dire du tout, et tellement jusqu'au bout d'ailleurs que ça laisse très très peu de place à la partie happy de la happy end, alors qu'après toutes les épreuves traversées, je trouve qu'on aurait mérité de profiter un peu plus de leur bonheur quand même. J'ai trouvé que cette partie utilisait mal son temps. La sous-intrigue de Toye n'était pas nécessaire, le surplace des personnages principaux était frustrant, le drama a tous les défauts qu'il avait déjà avant, mais il devient plus lent, et c'est aussi la partie où certains personnages m'ont perdu. Pas tous, par exemple l'ami de la mère de Kwangchi m'a plu plus que jamais, mais c'est un personnage assez secondaire, et moi en fait je parle de personnages principaux. Bizarrement, pas Kwangchi, qui en fait lui il est en mode vengeance, donc il est assez cruel dans ces moments-là, mais c'est voulu par le drama, et donc il m'a pas perdu dans le sens où je pense que je faisais l'expérience du personnage tel que le drama le voulait, et les deux personnages qui m'ont perdu, ce sont Toye et Mucheng. Toye est un personnage que j'adorais au début. J'étais à 2 doigts du second Lin syndrome pour tout vous dire. Krisu est très à mon goût déjà, donc il y a ça, mais aussi Toye a le rôle classique du type décent, toujours là pour épauler l'héroïne, versus le héros arrogant et connard avec qui l'héroïne est destinée à finir. En clair, il est notre Hanazawa Rui, sauf que Hanazawa Rui était pas vraiment décent et que Toye l'est bien plus. Il aide toujours l'héroïne et il joue aussi souvent le rôle de la voix de la raison, même si malheureusement Mucheng ne l'écoute pas trop dans ces moments-là, mais quand elle quitte Kwangchi la première fois sans rien lui dire par exemple, Toye est celui qui va remettre sa décision en question, qui va lui demander si elle est sûre d'elle, si elle veut vraiment ne pas expliquer à Kwangchi ce qui se passe, si elle est certaine de faire le bon choix. À la fin d'ailleurs, il reprend ce rôle-là et c'est grâce à lui en grande partie que le couple finit par se retrouver. Bon, il a un problème un petit peu de passage à autre chose. Clairement, mais je l'aimais bien quand même, et c'est dans la partie 2 que les fissures ont commencé à apparaître. Surtout lorsqu'il découvre que c'est Kwangchi, l'avocat qui a été envoyé au village et qui lui saute à la gorge. Il a l'air enragé contre lui et vraiment c'est dur de capter pourquoi. C'est pas comme si c'était Kwangchi qui avait abandonné Mucheng 6 ans auparavant, mais bien sûr la vraie raison de la colère de Toye c'est qu'il se sent menacé par le retour de Kwangchi dans la vie de Mucheng après que Toye ait été le soutien de Mucheng tout ce temps. Et dans la partie 3, vraiment le train a déraillé, ce qui me rend d'autant plus triste que j'aimais bien les moments où Toye et Kwangchi bossaient ensemble et j'aurais bien aimé les voir développer une vraie amitié. Mais à la place, Toye s'est transformé en la figure typique du chic type qui est pas chic du tout et qui a le sentiment qu'on lui doit quelque chose. Alors que dans la partie 3, il décide de s'éloigner de Mucheng et de plus être son ami au moins pendant un temps parce qu'il a besoin de gérer sa peine de cœur, c'est une chose, mais c'est la façon dont il semble lui reprocher de ne pas vouloir être avec lui qui me brosse dans le mauvais sens du poil. Après tout, quand on y regarde bien, le point commun entre le beau-père pervers de Mucheng qui l'a agressé, le gangster qui a violenté Chishin et le client de Kwangchi qui violait son employé, c'est que c'était des hommes qui se sentaient dus quelque chose. Ils expriment tous à un moment donné le sentiment d'avoir investi du temps et des efforts dans leurs victimes et donc que c'est normal pour eux de recevoir quelque chose en retour. Alors, heureusement, Toye ne va jamais aussi loin que ces hommes-là, mais malgré tout, le sentiment est le même. Aussi, je savais pas où le caser, mais dans l'épisode 27, Toye voit une femme se faire violenter et enlever dans la rue avec aucune réaction, et décide de s'inquiéter uniquement lorsqu'il reconnaît Chishin, pendant que son ami ne trouve rien de mieux à dire que elle est sexy, comme si c'était la réponse appropriée à ce genre de scène. Il y a de sacrés baffes qui se perdent. Heureusement, Toye revient à la meilleure personne qu'il était à la fin de la série, mais pendant un moment, il m'a perdu. Et si vous vous demandez pourquoi c'est important, pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que, encore une fois, Autumn Concerto, c'est pas le plus solide des dramas, ni sur l'écriture, ni sur la production, et en grande partie, ce qui le rendait malgré tout addictif pour moi, c'était son rythme, son casting et ses personnages. Et puisqu'on avait perdu le rythme, si on se mettait à perdre l'attachement que je ressentais pour les personnages, c'était pas bon. Et encore Toye, on pourrait argumenter que c'est un personnage principal, secondaire, mais malheureusement, l'héroïne était en train de me perdre autant qu'elle semblait avoir perdu sa poigne. C'est quelqu'un de fort, parce qu'il faut bien de la force pour élever un enfant toute seule, d'autant que, je vous l'ai dit, l'univers aime bien en mettre autant que possible sur les personnages, donc Charles a le diabète et nécessite des soins quotidiens qui coûtent leur prix, et Mucheng a dû cumuler les boulots pour payer ce qu'il fallait. Elle a pu compter donc sur de l'aide de la part de Toye, mais malgré tout, elle a bossé hyper dur pour offrir à Charlie une vie correcte et une maison aimante,
et donc c'est quelqu'un que je qualifierais de fort. Mais malgré tout, plus le temps avançait, plus le personnage semblait perdre son mordant et devenir un personnage passif dans sa propre histoire, sans compter que ses mensonges constants devenaient plus que frustrants. Et je vais revenir sur tout ça, mais parlons des titres du drama. Il en a 3. Un de ces titres, c'est Autumn Concerto, donc son titre international, qui pourrait vous faire croire que le drama cause de musique, d'autant qu'il s'ouvre sur une image de main qui joue au piano, mais en fait le piano est important, mais la musique est moins intégrale à la série qu'on pourrait le penser. Le piano, l'instrument, représente en effet des temps meilleurs, à la fois pour l'héroïne qui était très douée et prenait des leçons lorsque son père était encore en vie et sa famille pas encore ruinée, et pour le héros, dont le père, avant sa mort, jouait du piano et passait du temps avec lui dans la petite pièce de l'université où il y a le piano, c'est aussi la pièce où lui et Mu Chang vont se retrouver plusieurs fois, et après leur deal sera que Mu Chang tous les soirs viendra jouer au piano pour Kwang Chi. Le piano et le morceau Air sur la corde de sol de Bach sont importants, sont une connexion pour les deux personnages, et plus tard ça va revenir. On va voir par exemple Kwang Chi l'écouter dans la chambre d'hôpital pendant son traitement, ou bien Mu Chang va transmettre le morceau à son fils. Donc le piano et le morceau Air sur la corde de sol sont importants. On n'est juste pas dans Do You Like Brahms ou No Dame Cantabile, quoi, en gros. Cela dit, dans un sens, on peut dire que la musique écrase le drama, et c'est même un des défauts les plus relous à mes yeux. D'un point de vue technique, le drama n'est pas toujours très solide. Visuellement, je trouve que globalement, il se tient toujours plutôt bien. Il y a des scènes qui sont très satisfaisantes. Genre, après son agression, Mu Chang est recueilli par Kwang Chi, et on a cette scène où ils parlent de ce qui s'est passé, et ils sont visuellement séparés à l'écran par le décor, avec Kwang Chi qui ne fait jamais mine de s'approcher et de franchir les limites, parce que Mu Chang est ébranlée par ce qu'elle vient de vivre et que c'est pas le moment en gros. Ou bien j'aime bien dans l'introduction tout le montage où on nous montre l'héroïne décider de ne pas baisser les bras et de bosser très dur, et on transitionne vers l'héroïne adulte et on nous montre pas tout de suite son visage, mais visiblement elle continue de bosser hyper dur. Après il y a des scènes qui m'ont amusée, notamment dans un moment tragique, le drama nous montre Kwang Chi crier dans un slow motion avec la musique à fond, et j'admets, ça m'a fait sourire. Ou bien il y a une scène où Mu Chang manque de se noyer parce qu'elle a la jambe prise dans un filet, mais chaque fois qu'on nous montre la scène vue du dessus, on voit en fait que sa jambe est super libre. Il y a aussi des accidents de doublage, j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre en note toutes les fois où c'est arrivé, mais il y a eu plusieurs instances, et un exemple serait dans l'épisode 11, où clairement il y a comme un souci de concordance. 光熙，我很担心你。那次手术严重伤害了你的前额叶区块，造成你失去所有事情的认知能力。我们那么辛苦复健到现在，你还跑去玩那么危险的游戏啊！我好不容易才从死神里面把你抢回来。 Mais honnêtement, tout ça c'est aisément pardonné, je dirais même pas que ça m'a vraiment dérangé, ça m'a juste fait sourire. En revanche, un truc qui m'a réellement dérangé, c'est le mixage du son. Par exemple, dans l'épisode 8, il y a une de mes scènes favorites du drama, c'est la scène où Kwang Chi finit par avouer à Mu Chang qu'il est malade et où elle lui assure qu'elle ne va nulle part, qu'elle va rester à ses côtés. Et c'est une très belle scène, mais le son fait n'importe quoi. La musique et la pluie étouffent le dialogue, et c'est une scène de grande vulnérabilité où les personnages parlent pas très fort, et j'aurais aimé pouvoir simplement entendre les nuances. Très souvent dans le drama, la musique est juste beaucoup trop forte, et je sais pas comment c'était quand le drama est passé à la télé, mais j'ai vérifié, c'est comme ça sur Netflix et sur Viki. La musique est tellement forte qu'elle couvre les dialogues, et ça va bien qu'il y a des sous-titres, mais ça tire hors des scènes, c'est gênant, et pendant les grands moments d'émotion, ça empêche de profiter des intonations, des changements dans la voix, et ça fait aussi qu'il y a des scènes où la musique semble trop intense pour ce qui se passe à l'écran. Si le volume était moins écrasant, ça passerait, mais là la musique nous gueule dans les oreilles, donc c'est impossible à ignorer. Et j'aimerais beaucoup vous en sortir des exemples directement dans la vidéo, mais je vais être honnête, j'ai peur que ma vidéo se fasse flaguer si j'utilise trop de moments avec de la musique. J'ai noté du reste que c'est pas juste Autumn Concerto, et je sais que j'avais déjà eu ce souci avec des dramas chinois notamment. En tout cas, voilà, la musique étouffe certaines scènes et c'est vraiment dommage. Et pour revenir au morceau de Bach qui lie nos deux personnages, il est également lié à un thème important de la série. Lors du rencard forcé avec Kwang Chi dans l'épisode 2, Mu Chang lui parle de l'histoire de Bach et d'un mauvais tour qu'on aurait voulu lui jouer.
D'après Mu Cheng, Bach était censé jouer du violoncelle, mais quelqu'un aurait trafiqué son instrument en coupant toutes les cordes, sauf celle du sol, et tout le monde s'attendait à ce qu'il se tape la honte, mais à la place, il aurait utilisé la corde pour créer le célèbre air sur la corde de sol. Cette idée-là est centrale au drama, cette idée de trouver, ou plus exactement de créer le bonheur, même dans des circonstances difficiles, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est ce que fait notamment Mu Cheng le long de la série. Elle tire la plus belle musique qu'elle peut de l'instrument pété que l'univers lui a filé. Et elle est peut-être pas encore pleinement heureuse, mais c'est la prochaine étape, c'est le prochain arrêt, c'est certain. That's our game. Round and round and round we go. The dance ain't over, I'm sure we're still the same. Second titre, prochain arrêt, Le Bonheur, le titre original chinois, enfin traduit évidemment. Et je crois bien que j'aime encore mieux ce titre que Autumn Concerto, à vrai dire, parce que je le trouve plus évocateur et immédiatement émotionnel en fait. Parce qu'il contient cette idée que on n'y est pas encore, que pour le moment la vie n'est pas simple, mais que le bonheur arrive, que le bus n'a juste pas atteint le dernier arrêt, et j'aime bien ce titre. Et il est lié à la scène donc où Mu Cheng et Kangxi prennent le bus ensemble dans l'épisode 4 et parlent de leurs expériences. Kangxi explique que pour lui c'est la première fois qu'il prend le bus et que enfant dans la voiture il regardait les gens qui prenaient le bus et les enviait parce qu'ils avaient l'air de savoir où ils allaient, alors que Kangxi est un personnage qui semble juste dilapider son temps sans savoir quoi faire de son existence. Et Mu Cheng, elle, répond que prendre le bus était une expérience stressante pour elle parce que une fois sa belle-mère a essayé de l'y laisser et de l'abandonner. Du coup, chaque fois qu'elle a pris le bus après ça, elle s'est assurée de se mettre côté fenêtre et de mémoriser le trajet pour être sûre de toujours pouvoir rentrer et retrouver sa famille. Il conclut en disant que s'ils s'étaient rencontrés avant, ils auraient pu prendre le bus ensemble. Kangxi dit qu'elle aurait pu le faire monter dans le bus et que lui serait resté assis à ses côtés sans jamais l'abandonner. Et dans un sens, c'est effectivement ce qui se passe dans le drama. Mu Cheng a donné une direction à Kangxi, qui est devenu avocat donc, et a redonné une chance au monde et à son existence. Et Kangxi, malgré quelques couacs ici et là, s'accroche à elle, même quand il est furieux contre elle. Et ensemble, ils prennent le bus ensemble, ils vivent ensemble et vont atteindre le prochain arrêt ensemble, c'est-à-dire le bonheur. Et c'est une image que je trouve jolie. Mais on parle bien du prochain arrêt, par contre. Et il y a encore du trajet à faire parce que jusque-là, les arrêts par lesquels ils sont passés, ça a plutôt été douleur, plus de douleur, répit, non, douleur. Et donc j'aimerais parler de ces douleurs, et en particulier de celles infligées aux personnages féminins, parce que la façon dont c'est fait partie de mes principaux reproches au drama. Donc je réitère mon avertissement du début, on va causer de violences faites aux femmes, sexuelles incluses. Notez, elles sont pas les seules à souffrir évidemment. Déjà, amis des animaux, si vous êtes comme moi à grimacer chaque fois qu'un animal apparaît dans un drama parce que vous savez qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit manipulé sans beaucoup de manières, eh ben vous allez grimacer. C'est pas à chaque épisode heureusement, mais il y a plusieurs fois où je me suis retrouvée stressée. Dès le début, on a un poisson qui est trimballé dans un sac en plastique de façon pas très délicate. Et encore, il était peut-être faux, mais je sais pas si je me raccroche à des branches. En revanche, l'oiseau en cage, les crabes agités dans tous les sens et les tortues en cage, elles aussi, c'était clairement pas des faux. À un moment donné, l'oiseau en cage de Mu Cheng s'échappe, et c'est censé être un moment triste parce que l'oiseau à ce stade représente Kangxi et le fait que elle le laisse derrière elle, et moi tout ce que je pensais c'était juste Go oiseau, oui, sois libre. Vous savez quoi, en même temps je regardais le Lacorne My Romance from Far Away, et dans celui-là il y avait zéro effort pour faire sembler les animaux réels, mais à la limite je préfère ça. Mais causons de nos deux personnages principaux, ces pauvres gens. Kangxi, évidemment, fait face à énormément de difficultés le long de la série. La perte de son père qui quitte sa famille, puis meurt déjà, puis la détérioration de sa relation avec sa mère, le cancer et bien entendu le traitement contre le cancer qui est douloureux et épuisant en soi. La réalité présentée par le drama reste plus jolie que ce dont j'ai été témoin moi, mais malgré tout j'apprécie qu'on nous montre que ça a des conséquences physiques sur Kangxi qui par exemple a des nausées ou bien ne peut plus se servir correctement de ses mains parce qu'elle tremble trop. Et donc, bref, le cancer, le traitement, son cœur brisé et piétiné, et puis il se fait poignarder dans la foulée, se réveille complètement amnésique et doit vivre ce qu'il décrit comme la vie d'un étranger. Les gens autour de lui parlent de choses dont il ne se souvient pas et il fait semblant de se rappeler vaguement ou juste que tout va bien, mais au fond, il se sent isolé et perdu, et puis il retrouve ses souvenirs et réalise que tout ce temps, il a vécu dans une réalité fausse, il était dans la matrice et il a même pas appris le kung-fu. Plus sérieusement, ses proches
ont modelé la réalité pour lui, lui ont menti par omission ou fabrication, il a été trahi par toutes les personnes en qui il avait confiance, et le voilà à nouveau isolé pour de nouvelles raisons et surtout sérieusement en colère. En clair, ça craint d'être lui, et ça porte en partie le drama, parce que certes, il a des moments moins reluisants, mais j'avais quand même assez mal pour ce type, et j'avais juste envie de voir le moment où ça irait mieux. Et puis, il y a l'héroïne, et c'est là qu'on en vient à quelque chose que je reproche à la série, à savoir la façon dont elle utilise les agressions sexuelles dont sont victimes ses personnages féminins. Et les femmes ont intérêt à être sur leur garde dans cette série, dans la vraie vie aussi, vous me direz, mais le drama ne prétend pas exactement au réalisme, ou en tout cas j'espère pas, parce que sinon c'est raté, et donc il choisit ce qu'il nous montre, et l'héroïne en particulier est la cible de plusieurs agressions et menaces. Ça commence par son beau-père qui l'a relu, que la mate dans la salle de bain et l'agresse sexuellement. La jeune femme, obsédée par Kwang-chi aussi, lorsqu'elle enlève Mu-chung, menace de la faire agresser par ses mignons. Par ailleurs, il y a le moment où Kwang-chi donc lui demande de se dévêtir dans la salle du piano. Elle manque également de se faire droguer par un type qui la harcèle depuis longtemps dans son nouveau village, et je vois pas ce qu'il pouvait avoir d'autre en tête qu'un viol lorsqu'il a discrètement mis la drogue dans le verre de Mu-chung. Et puis, après qu'elle ait épousé Kwang-chi sous la contrainte, il y a aussi une scène où il se jette sur elle contre son gré et l'embrasse un peu partout alors qu'elle se débat. Il arrête rapidement, mais le vrai bon moment pour arrêter, c'était avant de commencer. En clair, Mu-chung est rarement tranquille. Au passage, le drama a une vision très moralisatrice du sexe, c'est-à-dire que la seule session de sexe positive qu'on voit vraiment dans le drama, c'est celle entre Mu-chung et Kwang-chi qui sont amoureux, et plus tard, même si bon, il y a des détours, mais ça débouche sur un enfant et un mariage. Et à côté de ça, donc on a le père de Kwang-chi dont on sait qu'il couchait avec une autre femme que sa femme, ce qui évidemment est, enfin c'est pas cool quoi. Et il a fini mort et trompé par sa maîtresse. Kwang-chi a priori couchait avec pas mal de femmes avant Mu-chung, à l'époque où c'était encore un connard essentiellement. Et après ça, après Mu-chung, au moment où il est un personnage qu'on est censé plus apprécier, il est devenu beaucoup plus sage. La jeune femme qui est obsédée par Kwang-chi est active sexuellement et c'est un des personnages les plus négatifs de la série. Et à côté de ça, les femmes, en fait, pour elles, le sexe, ça a l'air, à part donc Mu-chung avec Kwang-chi, ça a l'air d'être quelque chose, ça a l'air d'être une menace et plus quelque chose qu'on leur inflige. Et donc, je déteste la façon dont le drama se sert des agressions sexuelles sur ses personnages féminins pour développer ses personnages masculins et faire progresser ses romances. C'est déjà dans le tout début de la relation entre Mu-chung et Kwang-chi, il fait pression sur elle pour qu'elle retire ses vêtements et quand il la voit pleurer, il est tout choqué de voir ses larmes sincères parce qu'il pensait pas qu'une femme soit capable de sincérité, et ce sont ces larmes qui, pour la première fois, remuent vraiment le cœur de Kwang-chi, et après ça, il décide d'aider Mu-chung donc contre son beau-père pervers, et c'est comme ça qu'ils se rapprochent. Donc, en clair, le début de leur romance repose sur des attaques sexuelles dont Mu-chung est victime. Quand on y pense même, on peut se poser la question de ce qu'il y a d'autre entre eux, parce que Mu-chung fait la remarque elle-même que finalement, ils ont même jamais fait de sorties sympas ensemble, par exemple. Ce sont deux personnages qui se rapprochent essentiellement parce qu'ils ont des blessures à penser. Mais revenons à Mu-chung. Déjà toute petite, elle le sentait pas, son beau-père, et plus elle a grandi, plus les choses ont empiré, visiblement. Lorsqu'elle prend sa douche, elle comble les trous dans les murs parce qu'elle sait que sinon il va l'espionner. Elle a 3 verrous à la porte de sa chambre. En clair, elle a grandi dans la peur chez elle et a cumulé les boulots pour économiser tout ce qu'elle pouvait dans l'espoir en fait de se tirer de cette maison dès que possible. Et tout ça culmine lorsque le beau-père finit par tenter de la violer dans la salle du piano. Et pour Mu-chung, c'est loin d'être la fin des emmerdes parce que c'est elle qui est mise au banc des accusés. Sa belle-mère pense que c'est elle qui a essayé de séduire son beau-père, et comme il lui avait proposé de l'argent en échange de son corps, tous les élèves de l'école ont décidé que Mu-chung se vendait et, dans la subtilité habituelle du drama, il lui jette des ordures au visage pour bien lui signifier ce qu'il pense d'elle. L'école organise donc un procès et bon déjà faut essayer de dépasser le fait que c'est grand guignolesque comme idée et que c'est une affaire qui devrait aller à la justice, pas un tribunal de l'école qui va trancher sur si l'héroïne mérite ou pas de se faire jeter des ordures à la gueule, mais en mettant ça de côté, la situation est méchamment craignos. Les personnages parlent de prouver l'innocence de Mu-chung, dont déjà clairement il y a un problème, et ça craint que toute l'école se retourne contre elle, et ça craint que même sa belle-mère ne veuille pas la croire. Mais tout ça, c'est censé nous mettre en colère. Le drama nous présente une situation injuste et on a les nerfs, mais c'est le but, et les gens auxquels on est censé être attaché sont indignés aussi.
Bon, Moo Chung est bien moins énervé contre sa belle-mère que moi je l'étais, mais quand même. En revanche, là où j'en veux au drama, c'est que le procès finit par devenir majoritairement une opportunité pour Kwang Shi de grandir et pour le couple de se rapprocher, et le focus ne devient plus tant sur l'expérience de Moo Chung de ce moment affreux de sa vie, mais plutôt sur comment Kwang Shi se fait sérieux, se transforme et se rapproche d'elle. Après l'agression, on voit la réaction de Moo Chung, on la voit fatiguée, on la voit pleurer incontrôlablement, tout ça, mais lors du procès, c'est Kwang Shi qu'on voit bosser, qu'on voit mettre son ego de côté, et les gens sont là pour crier leur soutien à Kwang Shi, puis le féliciter d'avoir gagné et d'avoir changé pour le meilleur, et personne ne demande pardon à Moo Chung pour les ordures. En revanche, le procès est utilisé encore comme une façon de rapprocher le couple, et il se termine d'ailleurs carrément en déclaration romantique, et je sais que ce procès est une vaste blague, mais bordel, le drama aurait au moins pu faire semblant de garder vraiment le focus sur la victime et sur son expérience à elle, qui est quand même la principale concernée. Bien sûr, on ne parle pas de Moo Chung, mais la proportion est vraiment flinguée. Même si en cause est fait sur le long terme, Kwang Shi a été profondément changé et marqué par cette affaire, même à travers son amnésie, il en a encore des flashbacks. Elle, non. Et à la fin du drama, je me suis même demandé, est-ce qu'elle sait que son beau-père a été arrêté ? Parce que Kwang Shi donc a été poignardé par le beau-père et donc il a été arrêté, mais Moo Chung n'était pas au courant que son beau-père avait poignardé Kwang Shi, et il lui dit des années plus tard, mais donc pendant des années, Moo Chung n'a pas eu de résolution à cette affaire, et apparemment ça l'avait pas inquiété plus que ça. On ne la voit pas non plus réagir à la fuite de sa belle-mère, qui a donc laissé derrière elle des photos qui prouvent que le beau-père était coupable, parce que à ce stade de l'histoire, Moo Chung est très occupé à gérer le fait que Kwang Shi ne veuille plus d'elle, et à la fin de la série, lorsque la belle-mère refait surface, elle le fait auprès de Kwang Shi et on le voit réagir lui, mais pas Moo Chung. En clair, ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle est dépossédée de son histoire. Et donc, Kwang Shi a des flashbacks du procès lorsqu'il se retrouve dans des positions similaires, mais Moo Chung, elle, n'a pas de flash quand elle se fait harceler, par exemple, par l'homme plus vieux du village, ou lorsque Kwang Shi l'agresse dans l'épisode 26, ou quand il refuse de sortir de la salle de bain lorsqu'elle lui demande dans l'épisode 29. Cette scène est légère et elle se sent pas menacée par Kwang Shi, donc je dis pas qu'elle aurait dû avoir un flashback, mais en gros, elle a de l'expérience dans la catégorie intrus et salle de bain, et il y a des opportunités dans le drama où il aurait pu nous montrer l'effet du passé de Moo Chung sur son présent. Évidemment, je ne pense pas que les survivantes d'agression doivent absolument vivre toute leur vie enfermées dans leur traumatisme, et si Moo Chung a réussi à tout laisser dans le passé, très bien, mais si on ajoute à ça le fait que pendant le procès, le focus était plus sur la transformation de Kwang Shi et sur la romance que sur les émotions de Moo Chung, sauf ses émotions vis-à-vis de Kwang Shi bien sûr, et le fait que Kwang Shi a eu droit à plus de conclusions sur la famille de Moo Chung que Moo Chung elle-même, c'est frustrant que les épreuves hyper dures surmontées par Moo Chung soient utilisées pour développer Kwang Shi et leur romance plus que son personnage à elle. Et si le drama ne faisait ça qu'une seule fois, ce serait une chose, mais ça arrive 2 fois de plus. La raison pour laquelle Kwang Shi a été envoyé donc au village de l'héroïne, c'est qu'il a défendu un violeur face à un juge, mais il savait le type coupable et lui a envoyé son poing dans la figure après le procès. Donc déjà, ça veut dire que le drama a écrit un second viol féminin pour lancer le processus qui réunira Kwang Shi et Moo Chung. Bon, l'idée c'était qu'il fallait qu'il se retrouve dans une position similaire pour provoquer sa mémoire, donc admettons. Ce qui m'a agacé, c'est la façon dont cette affaire revient dans la partie 3. On savait déjà que la mère de la victime s'était malheureusement donné la mort, laissant derrière elle sa fille unique traumatisée et révoltée. Dans la partie 3, cette jeune fille essaie également de se suicider, et la presse se met donc à descendre Kwang Shi en l'accusant d'être un avocat sans cœur qui défend des agresseurs et en plus a caché des preuves au tribunal pour faire acquitter son client, ce qu'il a fait du reste. En tout cas, c'est la merde pour Kwang Shi parce que du coup, sa réputation est ternie, on se moque de son fils à l'école et puis surtout, pauvre bichon, il risque de pas avoir la promotion qu'il voulait. Quel drame. Donc l'héroïne décide de rendre visite à la jeune femme à l'hôpital où elle se remet entre guillemets de sa tentative de suicide. Moo Chung veut aider son mari et déjà ça me pose problème. Bon, sur place elle fait aussi preuve de compassion avec la jeune fille et essaie de l'aider, mais elle est là pour présenter des excuses à la jeune femme de la part de son mari et ça me faisait grimacer parce que franchement, la meuf a autre chose à foutre que de devoir entendre que Kwang Shi est vraiment très très désolé. Heureusement, pour finir, Kwang Shi fait plus qu'exprimer des regrets et aide à faire arrêter le violeur et à faciliter la vie de la jeune femme après ça. Mais sur la fin de cette affaire, on en revient au fait que Moo Chung a pris des risques pour aider et protéger Kwang Shi. Elle s'est faite poignarder, elle aussi. Toye aussi d'ailleurs se fait poignarder à un moment donné, c'est un peu poignard parti dans ce drama. Et donc c'est beau comme Kwang Shi s'inquiète pour elle
et c'est un beau couple, et la jeune fille au cœur de l'affaire, il va aussi de son commentaire sur à quel point ce couple est merveilleux et va bien ensemble et ont de la chance de savoir l'un l'autre. Et dans le contexte de tout ce que j'ai déjà raconté jusque-là, à ce stade, mes yeux étaient tellement levés au ciel qu'ils ont tapé des high five aux étoiles. Et ensuite, il y a l'affaire Chichin, donc le fameux meublage de partie 3 dont je parlais tout à l'heure, et une sous-intrigue qui sert essentiellement à deux choses. Un, caser Toye avec quelqu'un pour qu'il soit pas tout seul à la fin de la série, parce que quand même, on aime bien Toye. Et deux, créer de la tension pour le couple central, ajouter un rebondissement qui ralentisse le happy end et qui leur permette aussi de régler les tensions qu'il y a entre eux à cause de Toye. Et comment on fait ça en faisant subir plus de violence à un personnage féminin, bien sûr. Chichin, après avoir été obsédée par Toye toute sa vie, décide qu'il est enfin temps de passer à autre chose, et elle quitte le village, tout ça pour tomber presque immédiatement entre les mains d'un gangster dont il se trouve qu'il a une dent contre Toye, et un gangster qui se met à l'exploiter en la rendant accro à une drogue. Il la frappe, il la séquestre, et ce coup-ci le viol est plus suggéré qu'explicite, mais le traitement du personnage est violent et probablement le plus dur à regarder. C'est pour ça que je vous montre rien du reste, pas parce que je fais de la hiérarchie dans ce que traversent les personnages féminins, mais parce que le drama est bien plus visuel dans cette partie de l'histoire et nous montre les marques des coups, un personnage aussi qui arrive même plus à marcher ou qui se fait attraper par les cheveux, ce genre de choses, donc il y a juste plus à regarder. Lorsque Toye constate la situation, en tout cas il décide d'aller l'aider, et bref, la situation dégénère, le gangster est tué par Chichin, mais elle est complètement traumatisée, elle a refoulé les événements et donc en fait elle est persuadée que c'est Toye qui a tué le gangster, mais néanmoins elle offre d'aller en prison à sa place, mais il insiste pour aller en prison lui-même, et donc à sa place à elle, même si elle ne le sait pas. Au procès, il sera représenté par Kwang Shi, et reconnaissant envers Kwang Shi, mais aussi agacé du surplace de l'OTP comme nous tous, il crie à Kwang Shi pourquoi Mu Chang l'a quitté et qu'en fait elle a jamais cessé de l'aimer, donc ça c'est pour l'avancement côté OTP. À travers cette expérience aussi, son instinct protecteur a été titillé et surtout il s'est rendu compte d'à quel point Chichin était importante pour lui et aussi à quel point elle a toujours été là et sacrifierait tout pour lui. Et à la fin de la série, il est donc plus que sous-entendu qu'il lui rend ses sentiments, donc yay, toute cette violence a encore permis à deux personnages de trouver l'amour. Dire que Chichin s'est accrochée pendant des années alors qu'en fait tout ce qu'elle avait à faire c'était passer par l'expérience la plus traumatisante de toute sa vie. Pour la décrire, Toye utilise même la même image qu'il avait déjà utilisée pour décrire Mu Chang au début de la série, à savoir celle de la fleur de lotus qui n'est pas souillée par la boue dans laquelle elle éclot. Et à ce stade, mes yeux étaient dans une autre galaxie parce que dans le contexte de ce drama où les deux personnages principaux masculins trouvent l'amour grâce aux agressions sexuelles dont sont victimes leurs partenaires, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase de l'irritation. Kwang Shi, je l'ai dit, s'en prend plein la gueule le long de la série, mais au moins lorsqu'il s'en prend plein la gueule, le drama s'intéresse à ses sentiments à lui, pas uniquement, parce que quand il tombe malade, par exemple, les sentiments de sa famille et de Mu Chang sont abordés aussi, mais j'ai jamais eu l'impression que ce qu'il subissait servait juste à faire progresser quelqu'un d'autre, et je ne peux pas dire la même chose des personnages féminins de la série. C'est pas que leurs sentiments ne sont absolument pas abordés, mais la récurrence du procédé et le fait que le drama ne puisse pas s'empêcher de nous dire noir sur blanc comment chaque agression est une étape dans une romance, ça m'est resté en travers de la gorge. Je ne suis pas du tout opposée à l'idée qu'une série traite de violences faites aux femmes, sexuelles ou non sexuelles. Je n'aime juste vraiment pas la façon dont ce drama en particulier le fait, et je sais que Tom Concerto aime ces récurrences, mais pour le coup je me serais passée de la récurrence de ce procédé-là. Parlons de récurrence. Oui, je sais, c'était une transition particulièrement fluide. Je suis allée à l'école au Tom Concerto de la finesse. Le drama aime bien répéter ces éléments, parfois un peu trop limite, et je vous avoue que je rigolais chaque fois que Mu Chang ressortait son fameux riz au bœuf, parce que donc, c'est un plat important pour elle, un plat qui lui rappelle son père et qui est fait pour les gens qu'elle aime, donc ça a son importance, mais au bout d'un moment, j'ai fini par me demander si elle cuisinait quoi que ce soit d'autre, et chaque fois qu'elle ressortait, donc qu'elle refaisait ce riz au bœuf, et que le drama traitait ça comme un événement, comme quelque chose de significatif, moi, je me disais quand même qu'à leur place, je serais lassée à ce stade parce que bordel, c'est la 50e fois cette semaine, quoi. Mais donc, le drama aime bien répéter ces éléments pour différentes raisons. D'un côté, on a les situations qui se répètent pour titiller la mémoire de Kwang Shi. Donc, par exemple, le procès, ou bien le moment où lui et l'héroïne sont enfermés dans la petite pièce au piano où ils avaient déjà été bloqués une fois, donc au début de leur relation.
des répétitions à but pratique parce qu'il faut bien que Quang Shi retrouve ses souvenirs. À côté de ça, on a les répétitions à but plus poétique ou esthétique, je dirais, des éléments qui reviennent comme des motifs par exemple, notamment l'oiseau blessé que trouvent Quang Shi et Mu Chang dans la partie 1 et dont le drama se sert pour illustrer la responsabilité qu'on a envers quelqu'un qu'on a décidé d'aider, mais aussi les limitations parce que, dit Mu Chang, Quang Shi peut prendre l'oiseau en pitié et l'aider superficiellement, mais il ne sera jamais sa famille. Donc, au fond, est-ce qu'il ne fait pas plus de mal que de bien en habituant l'oiseau à dépendre de lui? Tour à tour dans le drama, l'oiseau symbolisera Mu Chang, Quang Shi, puis Shirley, qui prendra d'ailleurs son nom, et comme ça fait un oiseau blessé par partie, vu que à la fin, les deux personnages en trouveront un autre et cette fois le remettront dans son nid. Une autre répétition dans l'épisode 3, lorsque Quang Shi demande à Mu Chang de se dévêtir, elle le regarde des larmes plein les yeux et lui demande si c'est amusant d'humilier quelqu'un comme ça. Dans l'épisode 23, lorsque Quang Shi vient de retrouver ses souvenirs, furieux, il ramène Mu Chang à l'endroit où elle l'a quitté donc toutes ces années avant ça, et lui demande si c'était amusant de lui avoir menti tout ce temps, de l'avoir manipulé. La phrase est pas exactement la même, mais j'ai vérifié dans les sous-titres chinois, les personnages utilisent le même mot, et je pense que les scènes se font écho avec une humiliation qui a changé de coupable et de victime. Certaines répétitions semblent aussi être utilisées pour créer une impression de destinée, que l'histoire se répète parce que les deux personnages sont destinés l'un à l'autre. Par exemple, 2 fois dans leur histoire, la jeune femme donc obsédée par Quang Shi décide d'enlever Mu Chang et les 2 fois ça ne fait que rapprocher le couple central. Ou bien il y a le fait que les personnages se rencontrent lorsque Quang Shi bloque un bus avec sa voiture et que plus tard, lors de son arrivée au village, et cette fois par accident, Quang Shi, amnésique, rebloque le bus dans lequel était Mu Chang. Alors aucun des personnages ne se voit à ce moment-là, mais c'est comme si quelqu'un tirait les ficelles pour les ramener l'un à l'autre, même si les ficelles ne sont pas toujours tirées dans le même ordre. La première fois, Quang Shi avait bloqué le bus, donc avait été condamné à du travail d'intérêt public, et la seconde fois, il est condamné à bosser pro bono, et sur le chemin de sa punition, il bloque le bus. Bref, le drama aime ses récurrences, et rien dedans n'est plus récurrent que la noble idiotie, et j'en viens donc au 3e titre de la série. Because I've been burned before, I got baggage that you don't know. Prochain titre, Noble Idiotie, la série. Bon, j'admets, celui-là, il est pas officiel, c'est juste moi qui appelle le drama comme ça. Déjà, c'est quoi la Noble Idiotie? C'est la traduction des mots Noble Idiocy, un terme utilisé par les amatrices et amateurs de drama pour décrire ce moment où un personnage A quitte un personnage B pour son bien, et surtout sans lui expliquer pourquoi. A pense se sacrifier pour que B soit heureux et parfois avant de partir aussi, A blesse B autant que possible pour qu'il cesse de l'aimer et ne cherche pas à le retrouver. L'idée c'est de protéger B, ce qui est noble, mais généralement ça ne fait que priver B de sa liberté de faire ses propres choix et ça ne lui inflige que plus de douleur, donc c'est idiot, noble idiotie. C'est un cliché globalement peu aimé et moi-même je ne suis pas fan pour le coup. Il arrive parfois qu'un personnage prenne une décision qui ressemble à de la noble idiotie mais que je trouve compréhensible, mais quand on est vraiment dans la noble idiotie, c'est hyper frustrant. Ici, Quang Shi est le premier à tenter. Quand il apprend qu'il est malade et a peu de chances de survivre, il décide de mettre fin à sa relation avec Mu Chang, à qui il venait tout juste de faire sa déclaration officielle et à qui il avait promis d'être toujours là pour elle après l'avoir effectivement aidé à la tirer plus exactement d'une situation infernale. C'est un parallèle à ce que fera Mu Chang plus tard, c'est-à-dire également aider Quang Shi à traverser l'enfer de la maladie puis le quitter brutalement. Dans le cas de Quang Shi, cela dit, je trouve ça un chouïa plus compréhensible, dans le sens où il pense littéralement qu'il va mourir et qu'il ne connaît pas si bien Mu Chang que ça finalement, et surtout le type a pas les idées hyper claires parce qu'il vient de recevoir ce qui ressemble à une sentence de mort, et qu'en plus il a été établi que la tumeur dans son cerveau joue sur son comportement. Cela dit, il fait le move du « je te brise le cœur » et marche sur les morceaux pour t'éloigner de moi, et c'est toujours un move à la con, parce que du coup, il l'a fait souffrir pour lui épargner de souffrir, et de toute façon, elle aurait fini par apprendre qu'il était mort, et donc par souffrir à nouveau. Bref, c'est idiot, et heureusement, il échoue et a fini par lui tirer la vérité, et ils sont à nouveau ensemble. En revanche, elle n'échoue pas. J'entre pas dans les détails parce que la vidéo est longue et que c'est pas nécessaire, mais je vous avoue que le plan de Mu Chang et de la mère de Quang Shi me dépassait. C'était le coup de noble idiotie le plus mal planifié que j'avais vu depuis un moment, et si Quang Shi avait pas eu le cœur autant pété,
J'aurais trouvé ça à mourir de rire de voir Mu-chung l'abandonner au milieu de la route, le cœur brisé, le cerveau tuméfié et l'esprit embrouillé par l'anesthésie pour son bien. Et j'aimerais étendre la définition de noble idiotie, pas juste à « je te quitte pour ton bien sans te dire pourquoi ou en inventant une excuse », mais plus à « je te mens pour ton bien » de façon générale. Et le drama montre que c'est une idée de merde, mais apparemment les personnages ne peuvent juste pas s'en empêcher. La mère de Kwang-chi lui a menti sur son père pour protéger la vision que Kwang-chi avait de son père. À première vue, ça paraît compréhensible parce que Kwang-chi était très jeune et très attaché à son père, mais le résultat c'est que Kwang-chi s'est mis à détester sa mère, donc il a perdu 2 parents d'un coup. Yi-chan a également menti à Kwang-chi, d'abord par omission en ne lui parlant pas de son passé, puis il y a eu les petits mensonges pour couvrir le premier. Le premier qui est compréhensible, c'est vrai que le type se réveille sans ses souvenirs et c'est chaud de devoir lui raconter que la personne qu'il aimait lui a brisé le cœur et l'a lâché juste avant son opération. Pourquoi réinfliger la douleur en gros? Alors Kwang-chi avait le droit de savoir et le drama rend clair qu'on aurait dû lui dire, mais je comprends l'impulsion initiale de Yi-chan. Le résultat, cela dit, n'en reste pas moins désastreux. Tout ça, c'est du petit jeu, cela dit, parce que niveau mensonge, pour le bien de quelqu'un ou pour le bien commun, Mu-chung opère à un tout autre niveau. Elle accumule les mensonges et c'était hyper frustrant. On parlait de récurrence et dans la catégorie récurrence, j'avais souvent envie de secouer Mu-chung. Et vous savez quoi? Ça me rend triste parce que Mu-chung c'est un personnage que j'aurais voulu aimer. C'est quelqu'un qui en a chié toute sa vie et qui a dû bosser extrêmement dur, à la fois enfant, adolescente et puis adulte, en tant que mère célibataire d'un enfant nécessitant des soins coûteux. L'univers lui en a foutu très tôt trop lourd sur les épaules. Et malgré toute la merde qui menaçait de l'étouffer, c'est le type de personnage qu'on nous présente comme ayant gardé tout son bon cœur, sa générosité et sa gentillesse. Dans un sens, je suppose que ça rejoint l'idée de la fleur de lotus et qui pousse dans la boue, et je trouve toujours que dans le contexte du drama, mettre ça dans la bouche de Toye, c'était une mauvaise idée, mais je comprends l'idée. Alors, il n'y a aucune faiblesse à être teinté par les épreuves qu'on traverse, aucune. Si t'es dans la boue et que tu te retrouves pleine de boue, c'est juste normal en fait. Mais j'admets que j'admire souvent les personnages qui font face à une adversité qui aurait pu les rendre méfiants, agressifs, amers, mais qui à la place restent bienveillants envers le monde. Un exemple particulièrement connu, c'est bien entendu celui de Cendrillon, mais d'autres exemples seraient, en tout cas si ma mémoire ne me trompe pas, l'héroïne du drama En no Tameni ou bien encore Tolu du manga Fruit Basket, dont je réalise subitement qu'il n'y a jamais eu, je crois, d'adaptation live action et je serais assez curieuse de voir ça. Aussi, j'aimerais citer le héros de Psychopath Diary. C'est un exemple de personnage qui, face au monde qui le traite pas très charitablement, a décidé d'être quelqu'un de bien et de traiter les gens avec gentillesse. Mais un des grands propos du drama, c'est qu'il y a une grande différence entre la gentillesse, la bienveillance et l'auto-sacrifice à outrance, au point de se laisser marcher constamment dessus. Bien entendu, quand on se laisse marcher dessus, c'est la personne qui nous marche dessus qui a quelque chose à se reprocher. Mais donc, ce qu'apprend Dong-sik dans Psychopath Diary, c'est que on peut être bienveillant envers le monde et soi-même à la fois, et j'aurais aimé que Mu-chung apprenne la même chose. Au début du drama, pourtant, elle prenait fermement sa propre défense, et à la fin, ça lui revient même un petit peu, mais à partir du moment où elle accepte de quitter Kwang-chi pour son bien, le personnage semble sombrer dans cette illusion que le mieux qu'elle puisse faire pour les autres, c'est de s'effacer elle-même, ce qui est clairement faux, au final, personne n'en profite. À un moment donné, elle accepte même d'être avec Toye, pas parce qu'elle en a envie, mais elle accepte pour le rendre heureux lui, et parce que ce serait peut-être bien pour Charles. Au final, cela dit, ça n'arrive jamais, parce qu'elle finit par se sacrifier autrement, donc elle lui a juste fait une fausse joie, et c'est tout, et quand bien même elle se serait effectivement mise avec, sans l'aimer, est-ce que ça les aurait réellement rendus heureux? Dans l'épisode 11, on voit Yi-chan lire La Petite Sirène, et je pense que c'est comme ça que Mu-chung se voit, en tout cas dans sa relation avec Kwang-chi. Le parallèle est pas dur à voir. Elle a sauvé Kwang-chi en le poussant en fait à être soigné, puis lorsqu'il a ouvert les yeux, il l'avait oublié, il a vu Yi-chan à la place, et elle est devenue la personne à l'avoir sauvé, et c'est vrai que Yi-chan a beaucoup aidé Kwang-chi. Amoureux de Yi-chan, il a donc décidé de l'épouser, et lorsque Mu-chung retrouve Kwang-chi, elle aurait l'opportunité de briser son bonheur actuel, comme dans le conte La Petite Sirène avait l'option de tuer le prince, mais à la place, Mu-chung décide de ne rien dire et de disparaître de la vie de Kwang-chi, tout comme donc la Petite Sirène se jette dans l'océan. Le truc qu'elle a un peu zappé, cela dit, c'est que dans son cas à elle, le prince était très amoureux d'elle et que tout ça va bien finir par leur péter à la gueule. Ces sacrifices n'améliorent rien, au contraire, ils ont tendance à empirer les situations,
et à faire s'inquiéter les gens autour d'elle parce que le truc avec les gens qui nous aiment, c'est con, c'est que souvent ils veulent qu'on soit heureux aussi. Et puis juste, c'était frustrant de la voir sans arrêt tendre l'autre joue. J'avais envie de la voir s'énerver, en particulier contre sa belle-mère et la mère de Kwang-chi. Mais non seulement elle ne s'énervait pas, mais en plus elle ne leur en voulait même pas, l'une donc de l'avoir abandonnée et traitée en coupable de sa propre agression, et l'autre de l'avoir méprisée et d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle quitte Kwang-chi. Je comprends qu'elle est gentille, mais j'avais envie de la secouer et de la voir se mettre en colère. Peut-être que ça aurait été différent si le drama ne l'avait pas plusieurs fois dépossédée de sa propre histoire et ne l'avait pas faite sembler si passive, mais en l'occurrence c'était irritant. Par exemple, lorsque Kwang-chi menace de lui retirer Charle, elle veut d'abord s'enfuir, mais Toye la convainc de rester et faire face à Kwang-chi. Il décide même de se marier pour que le statut de mère célibataire de Mu-chung ne devienne pas une excuse, un prétexte pour lui retirer la garde de son fils. Puis dans l'épisode 24, ils ont un face-à-face avec Kwang-chi, et pendant ce face-à-face, Mu-chung a l'air craintive, elle ne parle quasiment pas, ce sont Toye et Kwang-chi qui font presque toute la discussion, et ça devient un face-à-face entre ces deux personnages. Et lorsqu'il doit partir, il la chope par le poignet et lui dit juste « Viens, on y va », et sans même lui laisser l'opportunité de continuer la conversation avec Kwang-chi, alors que Kwang-chi et elle sont quand même les principaux concernés avec Charle, évidemment. Bien sûr, on peut tout à fait expliquer cette scène et l'attitude de Mu-chung. Elle a peur de lui, en fait. Elle sait qu'il est un avocat hors pair et elle a peur de perdre son fils. Et en plus de ça aussi, elle sait qu'elle a fait du mal à Kwang-chi et elle se sent coupable. Donc elle ose à peine parler en sa présence et je comprends, mais le truc c'est que au bout d'un moment, ce genre de scène, ça s'additionne. Et j'insiste, évidemment que ne pas se défendre ne fait pas de quelqu'un une mauvaise personne. Le responsable d'une attaque, c'est toujours l'attaquant. Mais en tant que spectatrice, l'attitude de Mu-chung est frustrante, déjà parce que quand elle ne l'ouvre pas pour se défendre et qu'à la place elle décide de se sacrifier en silence, nous on sait que ça va ne faire qu'empirer les choses, donc on a envie de lui crier « Non, arrête, t'es en train de faire une connerie ». Ensuite, nous, on a envie de se mettre en colère et on a envie de répondre aux gens qui lui font du tort, en fait, on a envie de la défendre, mais évidemment, on peut pas parce qu'il y a un écran entre nous et les personnages, et comme elle ne le fait pas elle-même, on reste dans notre frustration et il n'y a pas de soulagement pour nous. Et enfin, au final, tout ça, ça finit par faire sembler Mu-chung très passive et à deux doigts de devenir une figurante dans sa propre histoire. Et c'est juste ennuyeux en fait. Et à la fin, elle se reprend un petit peu, mais à ce stade, le mal était déjà pas mal fait, et juste tous ces mensonges. La noble idiotie donc, mais aussi elle a élevé Charle en lui faisant croire que son père était un alien égaré sur Terre, et elle le laisse essayer de le contacter en utilisant son poste de radio, et je dis pas, je comprends qu'elle estimait Charle trop jeune pour bien comprendre la situation entre elle et son père, mais lui raconter que son père était un alien, c'est quand même un mensonge à la con qui garantit qu'il va se faire moquer dans la cour de récréation. Puis elle ment à Kwang-chi, donc pour le garder loin d'elle et Charle, puis elle accumule les mensonges pour couvrir le premier et qui retrouve pas la mémoire. Elle ment à Yi-chan, elle ment à Kwang-chi à nouveau lorsqu'il lui demande par exemple où est son alliance qu'elle a mise en gage pour aider Toye. Il lui demande où elle est, elle ment, elle en met une fausse, il lui demande si elle est vraie et elle rement, et puis il lui redemande parce qu'en fait il sait qu'elle est fausse, mais elle ment encore alors qu'à ce stade c'est évident qu'il est au courant et qu'il lui laisse juste une chance parce qu'ils sont à deux doigts de la réconciliation et qu'il veut croire qu'elle va enfin être honnête avec elle, mais non, à la place elle rement, elle continue de mentir et j'avais envie de traverser l'écran pour lui hurler mais arrête tes putains de conneries. Et quand elle ne ment pas, elle repousse simplement les explications. C'est typiquement le genre de drama où tout aurait été résolu bien plus vite si les personnages étaient juste assis à une table et avaient exprimé leurs sentiments. Et je comprends que c'est pas facile, mais Mu-chung se voit offerte toutes les opportunités et elle en saisit aucune, elle refuse de les saisir et ça me saoulait. Au final, du reste, c'est même pas elle qui finit par expliquer à Kwang-chi ce qui s'est passé lorsqu'elle a décidé de le quitter donc pendant sa maladie. Il faut que ce soit Toye qui s'y colle, parce que à ce stade, il était comme moi, il en avait ras le cul de leur connerie, et à vrai dire, ça prend même tout un petit comité et un faux kidnapping pour réunir le couple, parce que s'il avait fallu compter sur eux, il y aurait eu 10 épisodes de plus. Et la frustration est telle qu'on finit par s'en demander, ce couple dysfonctionnel a-t-il réellement une chance de s'en sortir? Après le mal qu'ils se sont fait, après avoir vu Kwang-chi faire suivre Mu-chung parce que il peut pas lui faire confiance, ce qui est évidemment un viol de l'intimité de Mu-chung, mais aussi à la place de Kwang-chi, bon j'aurais pas fait suivre Mu-chung, mais j'aurais pas pu avoir plus confiance en elle. Ce couple peut-il vraiment fonctionner? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ces deux personnages reprendre une relation amoureuse? Et la réponse est évidemment oui. Je sais pas quoi vous dire les gens,
J'ai l'espoir qu'ils ont retenu leur leçon, et puis surtout c'est une histoire et mon cerveau est pas toujours hyper logique. Parfois il accroche juste à une alchimie entre deux acteurs et le reste devient très secondaire. Et puis malgré tout ce que j'ai pu dire, je voulais voir les personnages être heureux et être ensemble, du moins quand les choses se passaient bien, les rendait heureux. Donc moi je suis un être simple. Et puis Charlotte voulait voir ses parents être réunis et moi si Charlotte veut quelque chose, je suis pour. Donc j'ai aimé la fin du drama. J'ai trouvé la résolution des conflits trop abrupte et j'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour profiter du bonheur retrouvé, mais j'ai été émue de voir Kang-chi se réconcilier avec sa mère, j'ai été contente de voir la petite famille partager un bon repas ensemble. Bordel, même après sa période sombre de chic type, j'ai été contente que Toye puisse entendre directement à quel point il est précieux pour Mu-chang. Je suis un être flasque sans consistance et superficiel, désolé. Bon, par contre, je détestais toujours la résolution de l'affaire Chichin, faut pas déconner non plus. You try and cut me off and set yourself free, and then you come right back and gently persuade me. I want to go all the way. J'ai trouvé ce drama plus qu'inégal. Il a des défauts techniques que j'ignore facilement, comme le fait que parfois les personnages ne parlent pas mais sont doublés quand même, ou bien les erreurs de raccord. Et je me moque aussi qu'il est visuellement vieilli. Par contre, j'ai été réellement dérangée par la musique qui était souvent beaucoup trop forte et qui couvrait les dialogues et écrasait tellement que elle étouffait parfois l'émotion des scènes et ça m'a vraiment gênée. Au niveau de l'écriture, le drama est fait de grosses ficelles qui parfois deviennent carrément des cordes et il a des moments particulièrement artificiels, sans compter des éléments ridicules qui font qu'il faut vraiment suspendre son incrédulité, comme on dit. Mais ce sont des choses que j'ai globalement pardonnées. C'est vrai que quand le drama virait trop artificiel, ça bloquait l'émotion, parce que les personnages déclamaient des trucs et moi j'étais juste en mode « Ah ouais, drama quand même, c'est pas fin ce que tu me racontes ». Mais parce que le drama date quand même un peu et parce que c'est un mélodrame dans lequel l'accent est plus mis sur l'émotion plutôt que la logique, j'ai excusé tout ça. J'étais toujours embarquée dans le rythme soutenu et j'aimais bien les personnages et leurs interprètes. Mais le rythme se casse la gueule, les personnages commencent à faire du surplace et à devenir irritants, ils répètent les mêmes erreurs à la con évidentes et j'ai commencé à trouver le temps long. D'imparfait mais divertissant, le drama était devenu imparfait et frustrant, et ajouter à ça que je trouve honnêtement qu'il a une vibe un petit peu misogyne, et je ne peux pas en bonne conscience dire d'Automne Concerto que je le trouve bon. Je l'avais trouvé bon en 2011 et il y a toujours des choses dedans que j'aime bien, quelques jolies métaphores, des moments adorables entre Charleux et les adultes de sa vie, des moments intenses en émotion entre le couple central, des acteurs aussi que j'ai globalement appréciés. Et puis quand je vois des gens que j'aime un peu bien s'en prendre plein la gueule, même si au bout d'un moment ils s'en foutent un petit peu sur la gueule eux-mêmes, par instinct j'ai quand même envie de les voir aller mieux. J'ai trouvé que le couple central avait une bonne alchimie et je ne vais pas prétendre que j'ai pas eu le cœur transporté, serré, ému et toutes ces bonnes choses. Mais maintenant que j'ai un petit peu vieilli et que le temps a passé, il y a quand même beaucoup de choses dedans qui ne fonctionnent pas pour moi, certaines pas importantes et d'autres bien plus. Et au final, je ne peux pas dire d'Automne Concerto que je le trouve bon. C'est un drama très populaire, un de ces classiques comme Fated to Love You, It Started with a Kiss ou Devil Beside You par exemple. Des tas de gens l'adorent et je me suis partiellement reprise au jeu, donc peut-être que vous y accrocherez, mais je ne peux plus le conseiller sans grosse réserve. Tout de même, je suis contente de l'avoir revu, la nostalgie est une force puissante, et soyons honnêtes, alors j'ai clairement pas vu la grande majorité de la dramagraphie de Vanessa Hu, et c'est une erreur parce que je suis amoureuse de ce type à l'écran et que je le suivrai n'importe où. À part peut-être dans un revisionnage de Page Girls parce que il y a des limites à ne pas dépasser. Bref, c'était un drama de mon projet Mermaid et Mermaid a visiblement adoré, donc sur ce coup-là, on diffère un petit peu, mais néanmoins, je suis ravie de m'être replongée dans ce drama que j'avais adoré à l'époque, même si mon expérience cette fois a été différente. Sur ce les gens, c'est la fin de cette vidéo, alors après ça, il y a encore la partie courte, mais il n'y a rien de neuf dedans, vous pouvez la regarder si vous êtes curieux, mais il n'y a rien de nouveau, et à mon avis, si vous vous êtes tapé la version longue à ce stade, vous avez suffisamment entendu ma voix comme ça. Donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sauf amnésie imprévue. Dans sa partie 1, le drama ne perd vraiment pas de temps, il installe très rapidement les personnages et la situation évolue sans arrêt. On est dans des territoires globalement connus dans cette partie 1,
et ça me dérange pas particulièrement, d'autant que le drama a quand même quelques années. Par contre, j'ai noté quand même que l'écriture n'était souvent pas bien solide. Il y a des choses qui sont dures à avaler, mettons. Et le drama a également des moments d'écriture que je qualifierais de pas très fins, on va dire. Des moments où on sent que la scénariste avait besoin que ses personnages entendent tel ou tel mot, et donc elle sort un personnage du chapeau et de façon parfaitement artificielle, elle lui fait dire ce que les protagonistes doivent entendre. Et à côté de ça, faut ajouter les moments où, pour donner un effet dramatique, la scénariste rend les personnages stupides. Bref, l'écriture, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil ou de plus solide dans cette série, mais malgré tout, le rythme, l'enchaînement des événements faisait que j'étais embarquée dans l'histoire, et soyons honnêtes aussi, parfois c'est presque attachant quand quelque chose est un petit peu con, et comme le drama est un mélodrame, ma priorité c'était plus l'émotion plutôt que la logique. Bien sûr, c'est toujours cool quand elles vont ensemble, mais malgré tout, j'étais pas si dérangée que ça par les moments pas subtils, voire bancals du drama, et il me faisait plus sourire qu'autre chose. Et bien entendu, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la nostalgie, et là il y en avait une blinde pour moi. Nostalgie déjà de mon passé, de l'époque où la vie était, ou en tout cas me semblait plus simple. Nostalgie aussi pour une série que j'avais adorée. Nostalgie pour un acteur, Vanessa Wu, que j'avais pas vu depuis très très longtemps, et je suis retombée sous le charme à fond à 200%. Et puis nostalgie aussi pour certains clichés, particulièrement dans la partie 1, ou plus exactement, je sais pas si je ressens de la nostalgie pour ces clichés-là, c'est plus que je ressens de la nostalgie pour mes premiers dramas, donc des trucs genre Hana Yori Dango, avec lequel Autumn Concerto a plusieurs points communs dans sa partie 1. Comme je vous le disais, le drama est divisé en 3 parties. La première partie est celle où les personnages se rencontrent et tombent amoureux, et rencontrent aussi leur premier obstacle et doivent se battre pour rester ensemble. Ça a été la partie la plus addictive pour moi, parce que je fais partie de ces gens qui aiment particulièrement les débuts de romance. On sait tous, en gros, vers quoi se dirige l'histoire, mais j'aime les hésitations, les frissons, l'anticipation avant que les personnages s'avouent leurs sentiments. J'aime bien la construction, en clair, même quand la construction est hyper familière. D'un côté, Mu-Chang est notre héroïne bosseuse et dans une situation précaire. Kwang-Chi est notre héros typique, riche et arrogant, et au début du drama, il est vraiment imbuvable avec l'héroïne. Mais bien sûr, et dites-le avec moi, il cache des faiblesses et insécurités, et l'héroïne va le changer. Vous connaissez la chanson avec tout ce qu'elle a de classique et de problématique, et j'aimerais vous dire que j'y ai opposé de la résistance, mais j'ai décidé de ne pas mentir sur cette chaîne, histoire de changer de toute ma vie habituelle qui est un tissu de mensonges. Et donc non, j'ai tout avalé et j'ai regardé avec joie Kwang-Chi et Mu-Chang se rapprocher et Kwang-Chi devenir quelqu'un de meilleur. Et j'étais en mode cheap, d'autant que je trouvais que les deux acteurs avaient une bonne alchimie et j'ai marché à fond en les regardant traverser des épreuves sérieuses et d'autres plus à la con, parce que évidemment, on n'applique pas ce genre de formule sans rameuter les antagonistes habituels, donc par exemple une jeune femme obsédée par le héros qui s'en prend à l'héroïne. Et bien sûr, que serait ce genre d'histoire sans une mère du héros qui prend l'héroïne en grippe et tâche de les séparer. Bref, comme vous pouvez le constater, la formule est classique, et je pense qu'il y a quelque chose de confortable au cliché et même d'attendrissant, bon, selon les clichés évidemment, mais le fait que le drama ait 12 ans et que ça se voit joue évidemment beaucoup parce que ça me rend plus indulgente. La seconde partie est presque douce et c'est une partie qui tranche vraiment avec la précédente. Par contre, ma frustration vis-à-vis de l'héroïne commençait à grimper et puis la partie 3 s'est cassé la gueule. Déjà parce que le rythme soudain a semblé beaucoup plus lent, parce que l'ambiance était redevenue pesante et puis surtout parce que les personnages faisaient du surplace pour des raisons à la con. J'ai trouvé que cette partie utilisait mal son temps. Et c'est aussi la partie où certains personnages m'ont perdu. Et si vous vous demandez pourquoi c'est important, pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que, encore une fois, Autumn Concerto c'est pas le plus solide des dramas, ni sur l'écriture, ni sur la production. Et en grande partie, ce qui le rendait malgré tout addictif pour moi, c'était son rythme, son casting et ses personnages. Et puisqu'on avait perdu le rythme, si on se mettait à perdre l'attachement que je ressentais pour les personnages, c'était pas bon. Mais parlons des titres du drama. Un de ces titres, c'est Autumn Concerto, donc son titre international, qui pourrait vous faire croire que le drama cause de musique, d'autant qu'il s'ouvre sur une image de main qui joue au piano. Mais en fait, le piano est important, mais la musique est moins intégrale à la série qu'on pourrait le penser. Le piano et le morceau Air sur la corde sol sont importants. On n'est juste pas dans Do You Like Brahms ou No Dame Cantabile, quoi, en gros. Cela dit, dans un sens, on peut dire que la musique écrase le drama et c'est même un des défauts les plus relous à mes yeux. Très souvent, dans le drama, la musique est juste beaucoup trop forte et je sais pas comment c'était quand le drama est passé à la télé, mais j'ai vérifié, c'est comme ça sur Netflix et sur Viki. La musique est tellement forte qu'elle couvre les dialogues
Et ça va bien qu'il y a des sous-titres, mais ça tire hors des scènes, c'est gênant. Et pendant les grands moments d'émotion, ça empêche de profiter des intonations, des changements dans la voix. Et ça fait aussi qu'il y a des scènes où la musique semble trop intense pour ce qui se passe à l'écran. Si le volume était moins écrasant, ça passerait, mais là, la musique nous gueule dans les oreilles, donc c'est impossible à ignorer. Second titre, prochain arrêt, Le Bonheur, le titre original chinois, enfin traduit évidemment. On parle bien du prochain arrêt par contre, et il y a encore du trajet à faire parce que jusque-là, les arrêts par lesquels ils sont passés, ça a plutôt été douleur, plus de douleur. Répit, non, douleur. Déjà, amis des animaux, si vous êtes comme moi à grimacer chaque fois qu'un animal apparaît dans un drama parce que vous savez qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit manipulé sans beaucoup de manières, eh ben vous allez grimacer. Mais causons de nos deux personnages principaux, ces pauvres gens. Kwang-chi, évidemment, fait face à énormément de difficultés le long de la série. Et ça porte en partie le drama, parce que certes, il a des moments moins reluisants, mais j'avais quand même assez mal pour ce type, et j'avais juste envie de voir le moment où ça irait mieux. Et puis, il y a l'héroïne, et c'est là qu'on en vient à quelque chose que je reproche à la série, à savoir la façon dont elle utilise les agressions sexuelles dont sont victimes ses personnages féminins. Je déteste la façon dont le drama se sert des agressions sexuelles sur ses personnages féminins, pour développer ses personnages masculins et faire progresser ses romances. Kwang-chi, je l'ai dit, s'en prend en plein la gueule le long de la série, mais au moins lorsqu'il s'en prend en plein la gueule, le drama s'intéresse à ses sentiments à lui, et je ne peux pas dire la même chose des personnages féminins de la série. C'est pas que leurs sentiments ne sont absolument pas abordés, mais la récurrence du procédé et le fait que le drama ne puisse pas s'empêcher de nous dire noir sur blanc comment chaque agression est une étape dans une romance, ça m'est resté en travers de la gorge. Je ne suis pas du tout opposée à l'idée qu'une série traite de violences faites aux femmes, sexuelles ou non sexuelles. Je n'aime juste vraiment pas la façon dont ce drama en particulier le fait, et je sais qu'Autumn Concerto aime ces récurrences, mais pour le coup je me serais passée de la récurrence de ce procédé-là. Parlons de récurrence. Oui, je sais, c'était une transition particulièrement fluide. Je suis allée à l'école Autumn Concerto de la finesse. Le drama aime bien répéter ces éléments, des éléments qui reviennent comme des motifs par exemple. Certaines répétitions semblent aussi être utilisées pour créer une impression de destinée, que l'histoire se répète parce que les deux personnages sont destinés l'un à l'autre. Bref, le drama aime ces récurrences. Et dans la catégorie récurrence, j'avais souvent envie de secouer Mu-chung. Et vous savez quoi? Ça me rend triste parce que Mu-chung c'est un personnage que j'aurais voulu aimer. L'univers lui en a foutu très tôt trop lourd sur les épaules, et malgré toute la merde qui menaçait de l'étouffer, c'est le type de personnage qu'on nous présente comme ayant gardé tout son bon cœur, sa générosité et sa gentillesse. Mais j'avais envie de la secouer et de la voir se mettre en colère. Peut-être que ça aurait été différent si le drama ne l'avait pas plusieurs fois dépossédé de sa propre histoire et ne l'avait pas fait sembler si passive, mais en l'occurrence c'était irritant. Évidemment que ne pas se défendre ne fait pas de quelqu'un une mauvaise personne, le responsable d'une attaque c'est toujours l'attaquant. Mais en tant que spectatrice, l'attitude de Mu-chung est frustrante, déjà parce que quand elle ne l'ouvre pas pour se défendre et qu'à la place elle décide de se sacrifier en silence, nous on sait que ça va ne faire qu'empirer les choses, donc on a envie de lui crier « Non, arrête, t'es en train de faire une connerie ». Ensuite, nous, on a envie de se mettre en colère et on a envie de répondre aux gens qui lui font du tort, en fait, on a envie de la défendre, mais évidemment, on peut pas parce qu'il y a un écran entre nous et les personnages, et comme elle ne le fait pas elle-même, on reste dans notre frustration et il n'y a pas de soulagement pour nous. Et enfin, au final, tout ça, ça finit par faire sembler Mu-chung très passive et à deux doigts de devenir une figurante dans sa propre histoire. C'est typiquement le genre de drama où tout aurait été résolu bien plus vite si les personnages étaient juste assis à une table et avaient exprimé leurs sentiments, et la frustration est telle qu'on finit par s'en demander, ce couple peut-il vraiment fonctionner ? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ces deux personnages reprendre une relation amoureuse ? Et la réponse est évidemment oui. J'ai trouvé ce drama plus qu'inégal. Il a des défauts techniques que j'ignore facilement, comme le fait que parfois les personnages ne parlent pas mais sont doublés quand même, ou bien les erreurs de raccord, et je me moque aussi qu'il est visuellement vieilli. Au niveau de l'écriture, le drama est fait de grosses ficelles qui parfois deviennent carrément des cordes, et il a des moments particulièrement artificiels, sans compter des éléments ridicules qui font qu'il faut vraiment suspendre son incrédulité, comme on dit. Mais ce sont des choses que j'ai globalement pardonnées. J'étais toujours embarquée dans le rythme soutenu et j'aimais bien les personnages et leurs interprètes. Mais le rythme se casse la gueule, les personnages commencent à faire du surplace et à devenir irritants, ils répètent les mêmes erreurs à la con évidentes et j'ai commencé à trouver le temps long. D'imparfait mais divertissant, le drama était devenu imparfait et frustrant, et ajouter à ça que je trouve honnêtement qu'il a une vibe un petit peu misogyne,
et je ne peux pas en bonne conscience dire d'Automne Concerto que je le trouve bon. J'ai trouvé que le couple central avait une bonne alchimie et je ne vais pas prétendre que j'ai pas eu le cœur transporté, serré, ému et toutes ces bonnes choses. Mais maintenant que j'ai un petit peu vieilli et que le temps a passé, il y a quand même beaucoup de choses dedans qui ne fonctionnent pas pour moi, certaines pas importantes et d'autres bien plus, et au final je ne peux pas dire d'Automne Concerto que je le trouve bon. C'est un drama très populaire, un de ces classiques comme Fated to Love You, It Started with a Kiss ou Devil Beside You par exemple. Des tas de gens l'adorent et je me suis partiellement reprise au jeu, donc peut-être que vous y accrocherez, mais je ne peux plus le conseiller sans grosse réserve. C'était un drama de mon projet Mermaid, et Mermaid a visiblement adoré, donc sur ce coup-là, on diffère un petit peu, mais néanmoins, je suis ravie de m'être replongée dans ce drama que j'avais adoré à l'époque, même si mon expérience cette fois a été différente. Sur ce les gens, c'est la fin de cette version courte. Si vous l'avez regardée, je serais assez curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça utile ou pas. Mon idée, c'était que je ne voulais exclure personne, donc j'ai décidé de tenter ça, mais je ne sais pas comment vous l'avez vécu, si c'était intéressant. C'est vrai que c'est découpé de façon peut-être plus abrupte, enfin je sais pas au moment où je filme ça, mais je suppose, parce que c'est pas une version que j'ai filmée à part, c'est une version recoupée, parce que fallait que ça reste viable pour moi, mais donc je serais ravie d'avoir vos retours. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo en automne.